Anaïs Martin n'avait jamais imaginé qu'un simple lundi matin pourrait changer sa vie à jamais. Mais ce jour-là, en franchissant les portes vitrées du cabinet Delacroix & Associés au 32e étage d'une tour étincelante de la Défense, elle plantait sans le savoir la première graine d'une histoire qui transformerait tout ce qu'elle croyait savoir sur l'amour, le pouvoir et elle-même. Installez-vous confortablement, car le roman c'est dans l'air. Le bureau du prestigieux cabinet juridique bourdonnait déjà d'activité à 8 heures du matin. Des avocats en costumes impeccables traversaient les couloirs de marbre gris, des assistantes jonglaient avec des piles de dossiers, et l'odeur du café fraîchement préparé se mêlait au parfum discret mais coûteux qui flottait dans l'air climatisé. Anaïs ajusta la veste cintrée de son tailleur noir, passa une main nerveuse dans ses cheveux châtains ondulés qu'elle avait tirés en chignon ce matin-là, et inspira profondément. Ses yeux en amande, d'un brun chaud parsemé de paillettes dorées, scrutèrent l'espace avec un mélange de détermination et d'appréhension soigneusement dissimulé. À 29 ans, elle avait parcouru un long chemin. Trop long, pensait-elle parfois, pour quelqu'un qui aurait dû être déjà associé quelque part. Mais les années passées dans de petits cabinets où son talent était systématiquement ignoré, où ses idées étaient reprises par des hommes moins compétents, où chaque promotion lui échappait au profit de quelqu'un avec le bon nom de famille ou les bonnes relations, tout cela l'avait endurcie. Elle avait développé une carapace d'humour mordant et de répartie cinglante qui lui servait de bouclier. Aujourd'hui, au Delacroix & Associés, elle avait enfin sa chance. Et elle était bien décidée à la saisir. Mademoiselle Martin, une jeune femme blonde en tailleur gris-perle, s'approcha, un sourire professionnel aux lèvres. « Je suis Céline Arnaud, l'assistante de direction. Bienvenue chez Delacroix & Associés. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous installer et vous présenter l'équipe. » Anaïs suivit Céline à travers un dédale de couloirs, aux murs ornés de diplômes encadrés et de photographies de poignées de main, avec des personnalités politiques et du monde des affaires. Le cabinet occupait 3 étages entiers, chacun plus impressionnant que le précédent. La bibliothèque juridique où Anaïs passerait l'essentiel de ses journées était une merveille de bois sombre et de cuir, avec des rayonnages qui montaient jusqu'au plafond et des échelles coulissantes dignes d'une scène de film. Les fenêtres panoramiques offraient une vue spectaculaire sur Paris, le dôme doré des Invalides brillant au loin sous le soleil d'avril. « Vous allez principalement travailler sur le dossier de fusion Mercier-Fontaine », expliqua Céline en lui montrant son bureau, un espace ouvert avec vue mais sans intimité, typique des assistants juridiques. C'est le plus gros dossier du cabinet en ce moment. Maître Delacroix le dirige personnellement. Au simple nom de Delacroix, quelque chose se contracta dans l'estomac d'Anaïs. Elle avait fait ses recherches, évidemment. Mathieu Delacroix, 33 ans, associé principal et fils du fondateur décédé, légende vivante du barreau parisien. Les articles le décrivaient comme brillant, impitoyable, exigeant. Les rares photos qu'elle avait trouvées montraient un homme aux traits anguleux, toujours impeccablement vêtu, avec un regard sombre qui semblait transpercer l'objectif. Les témoignages d'anciens employés sur les forums juridiques oscillaient entre génie absolu et tyran insupportable. Parfait. Maître Delacroix vous attend dans la salle de réunion Haussmann au 34e étage dans 15 minutes, continua Céline en consultant sa tablette. En attendant, voici votre badge d'accès, vos codes informatiques et le règlement intérieur. Des questions ? 1000 questions se bousculaient dans la tête d'Anaïs, mais elle se contenta de secouer la tête. « Non, merci, je vais me débrouiller. » Céline sourit, un sourire qui contenait quelque chose comme de la compassion. « Bon courage pour votre première journée, et surtout ne le prenez pas personnellement quand il sera exigeant. C'est juste sa façon de tester les nouveaux. »« Fantastique, » pensa Anaïs en regardant la jeune femme s'éloigner. Elle déposa son sac dans le tiroir de son bureau, sortit son ordinateur portable personnel qu'elle ne pourrait probablement plus utiliser maintenant qu'on lui en avait attribué un professionnel, et consulta sa montre. 14 minutes avant la réunion. Elle attrapa un bloc-notes vierge, 3 stylos de couleurs différentes par habitude, et se dirigea vers les ascenseurs, le cœur battant malgré elle.
Le 34e étage était encore plus intimidant que les autres. Les portes s'ouvrirent sur un espace où le luxe discret cédait la place à l'opulence assumée. Moquettes épaisses, gris anthracite, murs lambrissés de bois précieux, éclairage indirect qui créait une atmosphère presque théâtrale. La salle de réunion Haussmann occupait tout un côté de l'étage, ses baies vitrées offrant une vue à 360 degrés sur la capitale. Une table ovale en acajou massif pouvant accueillir 20 personnes trônait au centre, entourée de fauteuils de cuir noir. Anaïs entra 15 minutes en avance comme toujours et s'installa à mi-chemin de la table, ni trop près de la place d'honneur, ni trop loin. Elle sortit ses stylos, ouvrit son bloc-notes à la première page vierge et commença à réviser mentalement ce qu'elle savait du dossier Mercier-Fontaine. Fusion de 2 groupes industriels, valorisation à 3 milliards d'euros, complications réglementaires liées à des participations croisées, due diligence en cours depuis 6 mois. Elle avait passé le week-end à éplucher tout ce qui était publiquement accessible. C'est alors que la porte s'ouvrit sans qu'on ait frappé. Un homme entra, le téléphone collé à l'oreille, gesticulant de sa main libre, tout en parlant dans un mélange de français et d'anglais qui passait d'une langue à l'autre avec une fluidité déconcertante. Il ne regarda même pas dans sa direction, se contentant de lui faire un signe péremptoire de le suivre avant de repartir dans le couloir. Anaïs cligna des yeux, déstabilisée. Elle se leva, hésita, ouvrit la bouche pour demander où exactement elle devait le suivre, mais il avait déjà disparu au coin du couloir. Elle attrapa ses affaires à la hâte et se lança à sa poursuite, ses talons claquant sur le parquet pendant qu'elle essayait de le rattraper sans courir. Mathieu Delacroix, car c'était bien lui, elle en était maintenant certaine, marchait vite, très vite, tout en continuant sa conversation téléphonique qui semblait porter sur des clauses de garantie de passifs particulièrement litigieuses. Il poussa la porte de ce qui était manifestement son bureau personnel, une pièce d'angle aux dimensions impressionnantes, et s'installa derrière un immense bureau en ébène, sans même vérifier qu'elle l'avait suivi. « Non, Michael, ce n'est pas négociable », disait-il en anglais, la voix coupante. « Soit ils acceptent une garantie plafonnée à 15% du prix de cession, soit on laisse tomber l'affaire. J'ai 3 autres dossiers qui m'attendent. Oui, parfait. Rappelle-moi demain. » Il raccrocha, posa le téléphone avec un claquement sec sur le bureau, et enfin, il leva les yeux vers elle. Anaïs sentit le souffle lui manquer, juste une fraction de seconde. Les photos ne lui rendaient pas justice. Mathieu Delacroix était grand, très grand, facilement 1,90 m, avec des épaules larges qui tendaient le tissu impeccable de sa chemise blanche, aux poignets soigneusement roulés jusqu'au coude. Ses cheveux noirs étaient coiffés en arrière, avec juste ce qu'il fallait de décontraction pour éviter l'effet carton-pâte, révélant un front haut et des traits d'une beauté presque dérangeante. Pommettes hautes, mâchoire carrée avec une fossette au menton, et ses yeux. Seigneur, ses yeux, d'un brun si sombre qu'il paraissait presque noir, encadré de cils épais, qui n'avaient rien à faire sur un visage masculin, et qui la fixait maintenant avec une intensité qui lui donna envie de reculer d'un pas. « Bien, vous êtes la nouvelle assistante juridique, dit-il sans préambule, sa voix grave résonnant dans l'espace. Ce n'était pas une question. « Martin, c'est ça? Anaïs Martin? Oui, répondit-elle en s'efforçant de garder une voix ferme. Parfait. Voici ce que j'attends de vous sur le dossier Mercier. » Il se lança immédiatement dans un déluge d'instructions, parlant si vite qu'elle avait du mal à suivre avec son stylo. Vous allez reprendre l'intégralité de la due diligence juridique des filiales de second rang, vérifier la conformité des statuts avec les nouvelles dispositions de la loi Pacte, compiler tous les contrats clients de plus de 500 000 € sur les 3 derniers exercices et surtout, identifier toutes les clauses de change of control qui pourraient poser problème. J'ai besoin d'une synthèse complète pour jeudi. Anaïs leva les yeux de son bloc-notes, le stylo suspendu dans l'air. Jeudi de cette semaine? Évidemment, jeudi de cette semaine. Vous pensiez que je parlais de jeudi prochain? Il la regardait comme si elle venait de poser la question la plus stupide de l'histoire de la jurisprudence. Les filiales de second rang, c'est quoi? Une 30aine de sociétés. Vous devriez avoir largement le temps si vous vous organisez correctement. Une 30aine de sociétés. En 3 jours.
avec une due diligence complète pour chacune. Anaïs sentit la moutarde lui monter au nez. Elle inspira profondément, posa son stylo avec une délicatesse calculée et planta son regard dans le sien. « Avec tout le respect que je vous dois, maître Delacroix, » commença-t-elle, et quelque chose dans son ton fit froncer légèrement les sourcils de Mathieu. « Je commence aujourd'hui. Aujourd'hui même. Là. Maintenant. Je ne connais pas encore les codes internes du cabinet, je n'ai jamais vu aucun des dossiers dont vous parlez, je ne sais pas où sont archivés les documents, et je n'ai même pas encore mon accès complet au système informatique. Alors peut-être pourriez-vous recommencer, avec un peu moins d'arrogance et un peu plus de clarté. » Le silence qui suivit fut si total qu'Anaïs entendit le tic-tac de la pendule ancienne sur la cheminée de marbre. Mathieu Delacroix la fixait avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer, quelque part entre la stupéfaction et quelque chose d'autre, quelque chose de plus dangereux. Ses doigts tambourinaient lentement sur le cuir du sous-main de son bureau, un rythme régulier qui accentuait la tension, puis, incroyablement, un demi-sourire étira le coin de sa bouche. « Intéressant, » dit-il finalement, sa voix descendant d'une octave, presque amusée. Vous avez du courage, ou alors vous êtes juste complètement inconsciente du fonctionnement de cette maison. Je n'arrive pas à déterminer lequel. Peut-être les deux, répliqua Anaïs en croisant les bras, refusant de baisser les yeux. Mais ça ne change rien au fait que vos instructions étaient incompréhensibles pour quelqu'un qui découvre le dossier. Mathieu se cala dans son fauteuil, le regard toujours rivé sur elle, et quelque chose passa dans ses yeux que Anaïs identifia comme du respect. À contre-cœur, certes, mais du respect quand même. Il joignit ses mains sous son menton, les coudes posés sur les accoudoirs du fauteuil. « Bien, recommençons, » concéda-t-il, et cette fois sa voix était plus lente, plus mesurée. Le cabinet représente le groupe Mercier dans sa fusion avec le groupe Fontaine. Vous avez lu le dossier de candidature, vous connaissez les grandes lignes. Mon équipe travaille sur les aspects juridiques de la fusion depuis 6 mois. Vous avez été recruté spécifiquement pour nous aider dans la phase finale, qui est la plus intensive. Votre rôle sera de m'assister dans la vérification de la documentation juridique des filiales, dans la rédaction de notes de synthèse et dans la préparation des annexes au contrat de fusion. C'est plus clair comme ça? Beaucoup plus, merci. Parfait. Céline va vous fournir l'accès à l'ensemble des dossiers numérisés d'ici cet après-midi. En attendant, familiarisez-vous avec l'organigramme du groupe que vous trouverez dans le drive partagé dont elle vous donnera les codes. Commencez par les sociétés holding, puis descendez dans la pyramide. Des questions? Anaïs en avait 1000, mais elle sentait que l'entretien touchait à sa fin. Elle secoua la tête. Non, ça ira pour l'instant. Bien, une dernière chose, mademoiselle Martin. Il se leva, contournant son bureau pour s'approcher d'elle, et soudain l'espace sembla rétrécir. Il était vraiment très grand, et elle dut lever la tête pour soutenir son regard, ce qui l'irritait profondément. Je ne tolère ni l'incompétence, ni les excuses, ni les retards. Si vous ne pouvez pas suivre le rythme, dites-le maintenant, et nous trouverons quelqu'un d'autre. Mais si vous restez, je m'attends à l'excellence. Rien de moins. C'est compris. Quelque chose en elle se rebella contre ce ton autoritaire, cette arrogance tranquille de quelqu'un qui n'avait jamais eu à prouver qu'il méritait sa place, parce que son nom était déjà gravé sur la porte. Elle se redressa de toute sa hauteur, qui malheureusement ne la portait qu'au niveau de son épaule, et soutint son regard sans ciller. « C'est parfaitement compris, maître Delacroix. Et si je peux me permettre, j'ai une dernière chose à ajouter, moi aussi. » Il haussa un sourcil, visiblement surpris qu'elle ose répondre. « Je vous en prie. L'excellence ne se limite pas au travail fourni. Elle inclut aussi le respect envers ses collaborateurs. Si vous attendez le meilleur de moi, j'attends un minimum de courtoisie en retour. Vous n'aurez peut-être pas à me prouver que vous méritez votre place, mais moi, si. Alors le moins que vous puissiez faire, c'est me donner les moyens d'y arriver sans me traiter comme si j'étais déjà un échec annoncé. » Le silence retomba, mais cette fois il était différent, chargé d'électricité de quelque chose d'indéfinissable qui fit courir un frisson le long de la colonne vertébrale d'Anaïs. Mathieu la regardait avec une expression nouvelle, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois, et elle vit sa mâchoire se contracter légèrement.
Vous savez quoi, mademoiselle Martin? Dit-il finalement, et un sourire imperceptible joua sur ses lèvres. Je crois que vous allez rendre ces 3 prochains mois très intéressants. C'est mon but dans la vie, rendre les choses intéressantes, répliqua-t-elle avec un aplomb qu'elle ne sentait pas vraiment. Il rit, un rire bref et grave qui la prit par surprise. On verra si vous gardez cette insolence quand vous aurez compris dans quoi vous vous êtes embarqué. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une conférence téléphonique dans 5 minutes. C'était un congé clair. Anaïs hocha la tête, tourna les talons et se dirigea vers la porte, sentant son regard peser sur elle à chaque pas. Elle avait la main sur la poignée quand sa voix l'arrêta. « Mademoiselle Martin ?» Elle se retourna à moitié. « Oui, bienvenue chez Delacroix, un associé. » Elle ne sut pas trop quoi lire dans ces mots, mais quelque chose dans le ton fit accélérer son cœur d'une façon qu'elle préféra ne pas analyser. Elle se contenta d'un « merci » avant de sortir et de refermer la porte derrière elle. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur lambrissé et expira longuement. Son cœur battait vite, trop vite. Ses mains tremblaient légèrement. Ce n'était pas de la peur, en tout cas, pas seulement. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de dangereux qu'elle identifia comme de l'adrénaline pure. Elle venait de tenir tête à Mathieu Delacroix et il n'avait pas seulement accepté, il avait semblé apprécier. « Merde !» murmura-t-elle pour elle-même. « Ça va être plus compliqué que prévu. » Mais elle ne savait pas encore à quel point elle avait raison. Elle ne savait pas que cette première confrontation était juste le début d'une danse dangereuse entre eux, faite de provocations et de tensions, d'étincelles et de refus. Elle ne savait pas que dans quelques semaines, elle se réveillerait en pensant à lui et que lui passerait des nuits blanches à essayer de la chasser de son esprit. Elle ne savait pas qu'une ligne venait d'être tracée entre eux. Une ligne qu'il passerait les semaines suivantes à essayer de ne pas franchir, avant de la piétiner complètement. Pour l'instant, elle ne savait qu'une chose. Mathieu Delacroix était exactement aussi insupportable que sa réputation le laissait entendre. Et quelque chose en elle, quelque chose de téméraire et de stupide, avait hâte de le remettre à sa place à chaque occasion. Les jours suivants établirent rapidement la dynamique qui allait définir leur relation professionnelle. Une guerre de tranchées élégante menée à coups de mémos juridiques et de regards assassins. Mathieu était exigeant. Non, exigeant était un euphémisme ridicule. Il était tyrannique, perfectionniste jusqu'à la névrose, capable de renvoyer un document 5 fois pour une virgule mal placée. Et Anaïs, parce qu'elle était aussi têtue qu'intelligente, se faisait un point d'honneur de livrer un travail irréprochable, juste pour voir cette petite lueur de surprise contrariée dans ses yeux quand il ne trouvait rien à redire. Le tableau de répartition des garanties d'actifs et de passifs, lança-t-il un mercredi matin en passant devant son bureau sans s'arrêter, une tasse de café à la main. Sur mon bureau dans 2 heures. Et cette fois, j'aimerais que les références jurisprudentielles soient complètes, pas juste le numéro d'arrêt. Anaïs leva les yeux de son écran, les doigts suspendus au-dessus du clavier. Vous savez, maître Delacroix, on peut aussi dire, s'il vous plaît. C'est un mot qui existe en français. 2 syllabes, très simple à prononcer. Il s'arrêta net, se retourna lentement, et l'espace d'une seconde, elle crut avoir franchi la ligne. Mais alors ce demi-sourire qu'elle commençait à reconnaître étira ses lèvres. « S'il vous plaît, et pour les gens qui ont le choix, mademoiselle Martin, vous êtes payée pour faire ce que je demande. Nuance importante. Et vous êtes payée pour diriger une équipe, pas pour régner sur un royaume de serviteurs terrorisés. Autre nuance importante. » Il s'appuya contre le box voisin, croisant les bras, et son regard s'assombrit d'une façon qui fit quelque chose de bizarre au creux du ventre d'Anaïs. Vous savez, la plupart des gens qui travaillent ici seraient reconnaissants d'avoir cette opportunité. Ils ne passeraient pas leur temps à me chercher. Je suis reconnaissante. Ça ne m'empêche pas de penser que vous pourriez être un peu moins... Elle chercha le mot juste. Despotique. Despotique. Il goûta le mot, sembla le trouver amusant. C'est un grand mot pour quelqu'un qui est là depuis 1 semaine. J'ai un Master 2 en droit des affaires et 5 ans d'expérience en cabinet. Je sais utiliser un dictionnaire. Quelque chose passa dans ses yeux.
quelque chose qui ressemblait presque à du respect, ou peut-être juste de l'intérêt pour le challenge qu'elle représentait. Il se pencha légèrement en avant, et elle se demanda si c'était volontaire, cette façon qu'il avait d'envahir l'espace des gens. Le tableau, 2 heures, avec toutes les références complètes. Il fit une pause délibérée. « S'il vous plaît. » Et il repartit, laissant Anaïs avec son cœur qui battait un peu trop fort et ses mains qui tremblaient un peu trop pour que ce soit juste de la colère. Céline, qui avait assisté à l'échange depuis son bureau vitré, apparut 2 minutes plus tard avec un sourire en coin. « Vous avez un don pour le faire sortir de ses gonds, vous savez. Ça fait des mois que je ne l'avais pas vu sourire comme ça. » Il souriait. On aurait dit qu'il planifiait mon assassinat. Oh, croyez-moi, quand Maître Delacroix planifie votre assassinat, c'est beaucoup moins subtil. Là, il s'amusait, ce qui est franchement nouveau. Anaïs ne sut pas quoi répondre à ça. Elle se replongea dans son travail, déterminée à lui livrer ce maudit tableau dans 1h30, juste pour lui montrer qu'elle pouvait faire mieux que ses exigences ridicules. Elle y parvint. En 1h23 exactement, elle avait compilé un tableau de 15 pages avec toutes les clauses de garantie, toutes les références jurisprudentielles complètes et même des notes de bas de page avec les commentaires doctrinaux pertinents. Elle l'imprima, le relut 2 fois, puis monta au 34e étage d'un pas décidé. Mathieu était au téléphone, comme toujours, mais il lui fit signe d'entrer d'un geste de la main. Elle posa le document sur son bureau et se retourna pour partir. « Attendez !» dit-il en couvrant le micro de sa main. « Restez 1 minute. » Elle resta donc, debout près de la porte, pendant qu'il finissait sa conversation en anglais sur des questions de compliance américaine qui lui passaient complètement au-dessus de la tête. Il raccrocha enfin, prit le document et commença à le feuilleter. 1 page, 2 pages, 5 pages. Son expression ne changeait pas, absolument indéchiffrable. Puis il releva les yeux. « C'est du bon travail. » 3 mots. Juste 3 mots, mais prononcés avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'approbation. Anaïs sentit une chaleur ridicule lui monter aux joues. « Merci. » Les notes de bas de page n'étaient pas nécessaires, mais elles ajoutent de la valeur. Continuez comme ça. C'était le compliment le plus généreux qu'elle l'ait entendu faire à qui que ce soit. Elle hocha la tête, ne sachant pas trop quoi dire, et c'est à ce moment-là que ça arriva. Mathieu se leva pour aller chercher un dossier sur l'étagère derrière son bureau, exactement au moment où Anaïs se penchait pour ramasser son stylo qui était tombé de sa poche. Ils se cognèrent, pas fort, juste assez pour se retrouver soudainement beaucoup trop proches l'un de l'autre. Elle se redressa vivement, lui aussi, et pendant 3 secondes, qui semblèrent durer une éternité, leurs visages se retrouvèrent à quelques centimètres de distance. Anaïs sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Elle pouvait voir les minuscules paillettes dorées dans ses iris sombres, la barbe de 3 jours qui ombrageait sa mâchoire, une petite cicatrice près de sa tempe droite qu'elle n'avait jamais remarquée. Et son parfum, Seigneur, ce parfum boisé avec des notes de cèdre et quelque chose de plus sombre, de plus musqué, qui envahit ses narines et fit quelque chose de très inapproprié à sa respiration. Elle vit sa pomme d'Adam bouger quand il déglutit, vit ses pupilles se dilater légèrement, sentit la chaleur de son corps, même sans qu'il se touche. Puis, aussi brusquement que ça avait commencé, ce fut fini. Anaïs recula d'un pas, puis d'un autre, manquant de trébucher contre le fauteuil derrière elle. « Pardon » marmonna-t-elle, horrifiée de sentir sa voix trembler. « Ce n'est rien !» répondit-il, mais sa voix était plus rauque que d'habitude, et il avait déjà tourné le dos, les épaules tendues. Elle quitta le bureau sans demander son reste, son cœur tambourinant comme un fou dans sa poitrine. Dans l'ascenseur qui la ramenait à son étage, elle s'appuya contre la paroi froide en métal et ferma les yeux. « Non » murmura-t-elle pour elle-même. « Non, 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 pas ça, pas lui, pas maintenant. » Mais son cœur, ce traître, continuait de battre la chamade, et elle savait, quelque part, au fond d'elle-même, où l'honnêteté était encore possible, que quelque chose venait de changer. Une ligne venait d'être franchie, invisible, mais bien réelle.
Et de son côté, dans son bureau du 34e étage, Mathieu Delacroix se tenait devant la baie vitrée, les mains enfoncées dans les poches de son pantalon, et fixait Paris sans vraiment la voir. Son esprit rejouait en boucle ces 3 secondes, le parfum de fleurs d'oranger qu'elle portait, la façon dont ses yeux s'étaient élargis, ces petites taches dorées qu'il n'avait jamais remarquées auparavant. « Merde !» lâcha-t-il dans le silence de son bureau, parce qu'il commençait à comprendre que cette femme, cette assistante juridique insolente qui le défiait à chaque occasion, était en train de devenir un problème. Un très gros problème. Mais aucun des deux ne savait encore à quel point ils avaient raison de s'inquiéter, ni que cette tension qui crépitait entre eux ne faisait que commencer. Les jours suivants furent une torture élégante. Mathieu et Anaïs se croisaient dans les couloirs, échangeaient des dossiers, participaient aux mêmes réunions, et chaque interaction était chargée d'une électricité nouvelle qu'aucun des deux ne savait comment gérer. Ils l'ignoraient, farouchement, professionnellement. Mais elle était là, palpable comme la chaleur d'un radiateur en plein hiver. Le mémo sur les clauses de non-concurrence, dit Mathieu un vendredi après-midi, tendant un document par-dessus la table de la salle de réunion où il travaillait avec 3 autres avocats. Ses doigts effleurèrent ceux d'Anaïs pendant une fraction de seconde quand elle prit le papier et elle sentit une décharge électrique remonter le long de son bras. « Merci », répondit-elle sans le regarder, fixant obstinément les lignes de texte qui se brouillaient devant ses yeux. La réunion se termina enfin, et les autres partirent rapidement, pressés de commencer leur week-end. Anaïs rassembla ses affaires lentement, espérant que Mathieu partirait en premier. Il ne partait jamais en premier, évidemment. « Vous avez des projets ce week-end » demanda-t-il soudainement, et la question la prit tellement par surprise qu'elle leva les yeux. « Pardon ?» Il haussa les épaules, rangeant ses propres documents dans sa mallette en cuir usé qui avait probablement coûté plus cher que son loyer mensuel. Simple question. Conversation basique entre collègues. Ça arrive, paraît-il. Je croyais qu'on n'était pas collègues. Je croyais que j'étais juste payé pour faire ce que vous demandez. Il eut la décence de paraître légèrement embarrassé. J'ai peut-être été un peu dur sur ce coup-là. Un peu ? D'accord. Beaucoup. Mais vous me cherchiez. Vous me provoquez en permanence. Vous répondez à chaque fois. Ils se regardèrent, et soudain l'air dans la pièce sembla manquer. Anaïs sentit sa bouche s'assécher. « Pour répondre à votre question, » dit-elle en forçant sa voix à rester stable. « Non, pas de projet particulier, probablement du travail, comme d'habitude. Un vendredi soir, vous n'avez pas de vie sociale. Vous êtes mal placé pour poser cette question, vu que vous êtes encore là vous aussi. » Il sourit, ce demi-sourire exaspérant qui faisait des choses bizarres à son estomac, touché. Un silence s'installa, pas exactement confortable, mais pas hostile non plus, juste chargé. Anaïs gigota, mal à l'aise, cherchant une excuse pour partir. « Bon ben, je vais y aller, bon week-end !» Elle se dirigea vers la porte, mais sa voix l'arrêta encore une fois. « Anaïs !» C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. Pas Mademoiselle Martin, pas Martin tout court. Anaïs. Et la façon dont il le prononça, avec cet accent français qui roulait sur les voyelles, lui fit l'effet d'une caresse. Elle se retourna lentement. « Oui ?» Il ouvrit la bouche, la referma, sembla chercher ses mots. Puis il secoua la tête. « Rien. Passez un bon week-end. » Elle partit, mais elle savait qu'il avait voulu dire quelque chose d'autre. Tout comme elle savait qu'elle avait eu tort de se retourner, tort de s'attarder, tort de sentir cette déception en le voyant se rétracter. Le week-end passa dans un brouillard de travail et de pensées qu'elle aurait préféré ne pas avoir. Le lundi matin arriva trop vite et pas assez vite à la fois. C'est ce lundi-là que tout bascula vraiment. Mathieu convoqua une réunion d'équipe à 9 heures. Anaïs arriva en avance, comme toujours, et trouva Céline en train de distribuer des chemises cartonnées à chaque place autour de la table. « C'est quoi ?» demanda-t-elle en prenant la sienne. « Ordre de mission. On part à Lyon dans 2 jours. Toute l'équipe du dossier Mercier-Fontaine. 2 semaines de réunions intensives avec le client. » Le cœur d'Anaïs fit un bond bizarre dans sa poitrine. 2 semaines, avec Mathieu, dans une autre ville. « 2 semaines ?» répéta-t-elle faiblement. « Bienvenue dans les joies des grandes fusions, sourit Céline avec sympathie.
Préparez-vous à travailler 15 heures par jour et à manger beaucoup de quenelles. La réunion confirma tout. Départ mercredi matin, retour dans 2 semaines. Hôtel réservé, planning établi, réunion programmée du matin au soir, avec de courtes pauses pour déjeuner. Anaïs écoutait à moitié, trop occupée à essayer de calmer les battements désordonnés de son cœur. 2 semaines de proximité forcée. 2 semaines à partager des repas, des trajets, des discussions qui dépasseraient forcément le cadre strictement professionnel. 2 semaines pour que cette tension entre eux explose ou s'évapore. Elle n'était pas sûre de savoir quelle option lui faisait le plus peur. Mathieu expliquait les détails logistiques d'une voix neutre, strictement professionnelle, mais Anaïs surprit son regard se poser sur elle à 2 reprises, rapide, comme s'il vérifiait sa réaction. Elle garda une expression soigneusement impassible, prenant des notes qu'elle ne relirait probablement jamais. « Des questions » demanda-t-il finalement en refermant le dossier. Personne ne dit rien. L'équipe était composée de 4 avocats seniors, habitués à ce genre de déplacement, plus Anaïs, qui découvrait tout juste ce niveau d'intensité. Elle se sentait comme une imposteur. « Bien, Céline vous enverra les détails par mail. Prévoyez des vêtements confortables, mais professionnels. Les journées vont être longues. » Son regard glissa vers Anaïs une fraction de seconde de trop. Très longue. La réunion se termina. Les autres sortirent en discutant entre eux, déjà familiers de ce type de mission. Anaïs rassembla ses affaires et quand elle leva les yeux, Mathieu se tenait devant elle, les mains dans les poches. « Vous allez survivre ?» demanda-t-il, et quelque chose dans son ton suggérait qu'il parlait de plus que du simple voyage. « Je ne suis pas en sucre, maître Delacroix. Je peux encaisser 2 semaines de travail intensif. Ce n'est pas ce que je demandais. » Elle le fixa, déconcertée. Ses yeux sombres cherchaient les siens avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. « Alors, qu'est-ce que vous demandez exactement ?» Il sembla sur le point de répondre, puis secoua la tête. « Rien. Oubliez. Préparez-vous bien. » Et il partit, la laissant debout, au milieu de la salle de réunion, plus confuse que jamais. Les 2 jours suivants passèrent dans un tourbillon de préparation. Anaïs fit et refit sa valise 3 fois, oscillant entre tenue strictement professionnelle et quelque chose d'un peu plus. Elle ne savait même pas quoi. À quoi pensait-elle exactement? Ce n'était pas comme s'ils allaient faire autre chose que travailler. Le mercredi matin, elle se retrouva à la gare de Lyon à 6h30, une valise à roulettes à ses pieds et un gobelet de café industriel à la main. L'équipe était déjà là, discutant près du panneau d'affichage. Mathieu arrivait en dernier, naturellement, à 6h45 pile, alors que le train partait à 7h. Toujours cette maîtrise parfaite du timing qui devait rendre fou tous ceux qui l'entouraient. Il portait un jean sombre, une chemise bleue sans cravate et une veste de costume décontractée. Anaïs ne l'avait jamais vu autrement qu'en costume 3 pièces impeccable, et ce look plus détendu lui faisait quelque chose qu'elle préféra ne pas analyser. Ses cheveux étaient légèrement plus ébouriffés que d'habitude, comme s'il s'était levé tard et n'avait pas eu le temps de les dompter complètement. Tout le monde est là? Parfait. En voiture. Le TGV était confortable. Première classe, évidemment. Anaïs se retrouva assise près de la fenêtre, un avocat senior qu'elle connaissait à peine à côté d'elle. Mathieu s'installa 2 rangées plus loin, déjà plongé dans son ordinateur avant même que le train ne démarre. Le trajet dura 2 heures. Anaïs essaya de travailler, vraiment, mais son regard revenait sans cesse vers la nuque de Mathieu, vers la façon dont ses doigts couraient sur le clavier, vers le pli de concentration qui creusait son front quand il lisait quelque chose. « Vous devriez arrêter de le regarder comme ça », murmura soudain une voix à côté d'elle. Anaïs sursauta et tourna la tête vers Antoine Mercier, l'avocat senior, assis à ses côtés. La cinquantaine élégante, cheveux gris argentés et sourire complice. « Je ne le regardais pas », bafouilla-t-elle, sentant ses joues s'enflammer. « Bien sûr que si, tout comme il n'arrête pas de vérifier toutes les 3 minutes si vous allez bien. » Antoine sourit. « Ne vous inquiétez pas, votre secret est en sécurité avec moi. Mais faites attention, Mathieu est compliqué, très compliqué. Il n'y a rien entre nous, » protesta Anaïs, trop fort, attirant un regard curieux de Céline, assise de l'autre côté de l'allée. « Pas encore !»
corrigea Antoine en retournant à sa lecture. Mais ça ne saurait tarder si vous voulez mon avis. Anaïs passa le reste du trajet à fixer obstinément son écran d'ordinateur, refusant de lever les yeux. Lyon les accueillit sous un ciel gris et pluvieux. Un minivan les attendait à la gare pour les conduire directement à l'hôtel, un établissement 4 étoiles dans le quartier de la Confluence, moderne et impersonnel. Mathieu régla les formalités d'enregistrement avec l'efficacité d'un général dirigeant ses troupes. Carte magnétique, Antoine, chambre 412, Céline, 415, Bernard et François, 418 et 420, Anaïs, 422, moi, 424. Il distribua les cartes sans lever les yeux de la tablette qu'on lui tendait. On se retrouve dans le hall dans 1 heure. Premier rendez-vous à 10 heures chez le client. 1 heure. Juste assez pour défaire sa valise, prendre une douche rapide et se refaire une beauté. Anaïs monta dans sa chambre, une pièce standard mais confortable avec vue sur le Rhône. Elle remarqua distraitement que sa chambre était juste à côté de celle de Mathieu, séparée seulement par une mince cloison. Super. Les 3 premiers jours furent exactement ce qu'on lui avait promis, épuisants. Réunion de 9 heures du matin à 7 heures du soir, avec à peine le temps d'avaler un sandwich entre 2 sessions. Le client était exigeant, les questions complexes, et Mathieu était dans son élément, jonglant avec les clauses juridiques et les questions de valorisation avec une aisance qui forçait le respect. Anaïs l'observait diriger les discussions et comprenait pourquoi il était à la tête du cabinet. Il n'était pas juste brillant, il était magnétique. Sa voix grave captivait l'attention. Ses arguments étaient imparables. Et même ses silences stratégiques pesaient lourd dans la balance des négociations. Le soir, l'équipe dînait ensemble dans des brasseries lyonnaises, trop fatiguée pour vraiment converser. Mathieu s'asseyait toujours au bout de la table, encore sur son téléphone, répondant à des mails pendant que les autres commandaient. Anaïs se retrouvait généralement entre Antoine et Céline, participant mollement aux conversations qui tournaient autour de ragots du cabinet et de comparaisons entre différents dossiers. Mais elle sentait le regard de Mathieu sur elle, constamment. Quand elle riait à une blague d'Antoine, quand elle repoussait une mèche de cheveux derrière son oreille, quand elle goûtait son vin et fermait brièvement les yeux de plaisir, et à chaque fois qu'elle levait les yeux pour vérifier, il détournait le regard, mais jamais assez vite pour qu'elle ne capte pas l'intensité dans ses yeux. Le 4e soir, tout changea. La réunion de l'après-midi s'était terminée plus tôt que prévu, vers 5 heures. Le client avait un empêchement et l'équipe se retrouva soudain avec une soirée libre, un luxe inédit depuis leur arrivée. « Je suggère qu'on en profite pour se reposer », déclara Mathieu dans le taxi qui les ramenait à l'hôtel. « Demain sera une journée cruciale pour la négociation des clauses de garantie. » Mais une fois à l'hôtel, Antoine eut une autre idée. « Vous savez quoi? On devrait dîner ensemble, vraiment dîner, pas juste avaler un repas en vitesse. » Il y a un excellent restaurant pas loin, les Terrasses de Lyon. Qu'est-ce que vous en dites? Céline et les autres approuvèrent avec enthousiasme. Mathieu hésita puis acquiesça. Pourquoi pas? Réservation pour 7 heures? Parfait. Anaïs, vous venez? Demanda Antoine en se tournant vers elle. Elle allait accepter quand Mathieu intervint. En fait, j'ai besoin de briefer Anaïs sur les points juridiques de demain. Ça risque de prendre du temps. On vous rejoindra peut-être plus tard. Un silence bizarre s'installa. Céline haussa un sourcil. Antoine sourit de son sourire en coin. Anaïs cligna des yeux, déconcertée. « Oh, d'accord, » dit-elle finalement, ne sachant pas trop quoi penser. « Très bien, » fit Antoine d'un ton qui suggérait qu'il ne croyait pas une seconde à cette excuse. « On garde 2 places, au cas où. » Ils se séparèrent dans le hall. L'équipe partit vers les ascenseurs en discutant du menu. Mathieu et Anaïs restèrent seuls près de la réception, un silence étrange flottant entre eux. « Alors, » commença Anaïs en croisant les bras, « ce briefing dont vous avez absolument besoin ?» Mathieu passa une main dans ses cheveux, un geste nerveux qu'elle ne lui avait jamais vu faire. « On peut monter dans ma chambre, j'ai tous les documents là-haut. » Quelque chose dans la façon dont il dit ça, dans le léger tremblement de sa voix, fit battre le cœur d'Anaïs un peu plus fort. Bien sûr. Ils montèrent en silence, l'ascenseur semblant rétrécir autour d'eux.
Au 4e étage, ils longèrent le couloir, passant devant la chambre d'Anaïs pour s'arrêter 2 portes plus loin. Mathieu déverrouilla sa chambre et s'effaça pour la laisser entrer. La pièce était identique à la sienne, mais elle portait déjà son empreinte. L'ordinateur ouvert sur le bureau, des dossiers empilés avec une précision militaire, sa mallette posée sur le fauteuil. Et cette odeur, ce parfum boisé, qui était devenu synonyme de lui dans l'esprit d'Anaïs. « Alors ?» demanda-t-elle en se tournant vers lui, essayant de garder un ton professionnel. « Ces points juridiques ?» Mathieu ferma la porte derrière lui. Il resta là, la main encore sur la poignée, et la regarda avec une expression qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. « Il n'y a pas de point juridique, avoua-t-il finalement. Anaïs sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. « Alors, pourquoi est-ce que je suis ici ?» Il s'avança d'un pas, puis d'un autre, et soudain l'espace entre eux se réduisit dangereusement. « Parce que je ne supporte plus de faire semblant. »« Semblant de quoi ?» Sa voix était à peine un murmure. « Que je ne pense pas à vous constamment. Que je n'ai pas envie de renvoyer quiconque ose vous faire rire. Que je ne deviens pas fou chaque fois que vous mordez votre lèvre quand vous vous concentrez. » Il était maintenant si proche qu'elle devait renverser la tête pour le regarder. « Je deviens dingue, Anaïs, complètement dingue. » Elle aurait dû reculer, aurait dû dire que c'était inapproprié, qu'il était son patron, que ça ne pouvait pas arriver. Mais tout ce qu'elle réussit à dire fut « moi aussi ». Quelque chose se brisa dans ses yeux. « Dis-moi de partir. Dis-moi d'oublier tout ça et de maintenir nos distances. » « Je ne peux pas. » « Pourquoi ? » « Parce que je mens aussi mal que toi. » Il laissa échapper un son à mi-chemin, entre le rire et le gémissement, puis ses mains trouvèrent son visage, encadrant ses joues avec une douceur qui contrastait avec l'urgence dans ses yeux. « On devrait arrêter ça, » murmura-t-il, son pouce caressant sa pommette. « On devrait, » acquiesça-t-elle, mais ses propres mains montaient déjà vers sa chemise, s'accrochant au tissu. « Si on franchit cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière. Je sais. Ton travail, ma position, les complications. »« Mathieu !» l'interrompit-elle, levant une main pour toucher son visage, sentant la rugosité de sa barbe sous ses doigts. « Tais-toi et embrasse-moi. » Alors il le fit. Le baiser fut tout sauf doux. C'étaient des semaines de tension condensées en un seul instant, brutales et désespérées et parfait. Ses lèvres étaient fermes contre les siennes, exigeantes, et quand sa langue demanda l'accès, elle le lui donna sans hésitation. Anaïs gémit doucement, et ce son sembla libérer quelque chose en lui. Ses mains descendirent de son visage à sa taille, l'attirant contre lui avec une force qui lui coupa le souffle. Elle sentit chaque centimètre de son corps dur contre le sien, sentit son cœur battre aussi vite que le sien. Ils trébuchèrent en arrière, percutant le mur près de la porte. Mathieu la plaqua doucement contre la surface froide, une main s'enfonçant dans ses cheveux, libérant son chignon pour laisser les mèches cascader sur ses épaules. Il embrassa le coin de sa bouche, sa mâchoire, descendit dans son cou, avec une lenteur torturante qui arracha un nouveau gémissement à Anaïs. « Depuis combien de temps ?» haleta-t-il contre sa peau, ses lèvres traçant un chemin de feu le long de sa gorge. « Depuis le premier jour, avoua-t-elle, les doigts s'enfonçant dans ses cheveux. Quand tu m'as regardé comme si j'étais folle de te tenir tête, tu étais folle. » Il mordit doucement le poing où son cou rencontrait son épaule et elle arqua le dos contre le mur. « Mais j'ai adoré ça. » Ses mains exploraient maintenant, glissant le long de ses hanches, remontant vers sa taille, s'arrêtant juste en dessous de ses seins. Il releva la tête pour la regarder, ses yeux sombres brûlant de désir, mais aussi de quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à de la vulnérabilité. « Dis-moi d'arrêter !» souffla-t-il, mais ses mains continuaient leur exploration, comme incapables de lui obéir. « Jamais !» répondit-elle en l'attirant de nouveau vers elle. Le deuxième baiser fut plus profond, plus lent, comme s'ils avaient toute la nuit pour se découvrir. Et peut-être l'avaient-ils. Mathieu la souleva soudain, ses mains sous ses cuisses, et elle enroula instinctivement ses jambes autour de sa taille. Il la porta jusqu'au lit, la déposant avec une douceur qui contredisait la faim dans ses yeux. Il s'allongea à côté d'elle, appuyé sur un coude, et la regarda simplement pendant un long moment, sa main libre traçant des motifs paresseux sur son bras. « Tu es tellement belle » murmura-t-il, et il y avait tant d'émerveillement dans sa voix
qu'elle sentit sa gorge se serrer. « Mathieu, je sais, c'est compliqué, c'est stupide. C'est probablement la pire idée que j'ai jamais eue. » Il se pencha, déposa un baiser léger sur son front, puis sur sa paupière close, puis sur le bout de son nez. « Mais je m'en fous complètement. » Elle attira son visage vers le sien, l'embrassant avec toute la passion et la tendresse qui bouillonnaient en elle. Ses mains trouvèrent les boutons de sa chemise, les défaisant un par un avec une lenteur délibérée. Quand elle écarta finalement le tissu, révélant un torse musclé et mat, elle laissa ses doigts explorer la peau chaude, sentant les muscles tressaillir sous son toucher. Mathieu ferma les yeux, sa respiration s'accélérant. « Si on continue, je ne sais pas si je pourrai m'arrêter. »« Alors ne t'arrête pas, » chuchota-t-elle. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, sombres et intenses. « Tu es sûr ?» En guise de réponse, elle l'attira de nouveau contre elle, et cette fois il n'y eut plus de mots, juste le langage des mains qui découvrent, des lèvres qui explorent, des corps qui s'apprennent. Les vêtements disparurent graduellement, chaque pièce révélant un peu plus de peau à embrasser, à caresser. Mathieu adorait chaque centimètre d'elle avec une dévotion qui lui faisait tourner la tête, murmurant des mots en français contre sa peau, des mots qui ressemblaient à des prières. Et quand ils ne firent finalement plus qu'un, quand leurs regards se verrouillèrent dans la pénombre de la chambre, Anaïs sut que quelque chose de fondamental venait de changer. Ce n'était pas juste du désir, ce n'était pas juste de l'attraction. C'était plus profond, plus effrayant, plus merveilleux. Plus tard, beaucoup plus tard, ils restèrent enlacés dans le désordre des draps, les membres emmêlés, les respirations encore courtes. La main de Mathieu traçait des cercles paresseux sur son dos nu, son menton reposant sur le sommet de sa tête. « On devrait parler de ce qui vient de se passer, » murmura-t-il dans le silence. « On devrait, » acquiesça Anaïs, mais elle resserra son étreinte autour de lui. « Demain, ça va être compliqué. Tout va être compliqué. On peut faire comme si rien ne s'était passé, retourner à Paris et oublier tout ça. » Sa voix était neutre, mais elle sentit son cœur s'accélérer sous son oreille. « C'est ce que tu veux ?» Un long silence, puis « Non, absolument pas. » Elle leva la tête pour le regarder. « Moi non plus. » Il sourit, vraiment sourit, et ce fut comme le lever du soleil après une longue nuit. « Alors qu'est-ce qu'on fait? On improvise ?» J'ai horreur d'improviser. « Je sais, mais pour une fois, laisse-toi aller. » Elle se hissa pour l'embrasser doucement. « Sois avec moi, juste maintenant. On s'occupera du reste plus tard. » Et donc ils le firent, se perdant de nouveau l'un dans l'autre, repoussant le monde réel et ses complications jusqu'au lendemain. Quand Anaïs se réveilla, il faisait encore noir. Le réveil sur la table de nuit indiquait 4 heures du matin. Elle était toujours dans les bras de Mathieu, sa chaleur l'enveloppant comme une couverture. Elle tourna légèrement la tête et le trouva éveillé, ses yeux sombres fixés sur elle. « Depuis combien de temps tu es réveillé ?» chuchota-t-elle. « Je n'ai pas vraiment dormi. » Ses doigts jouaient avec une mèche de ses cheveux. Je ne voulais pas gâcher une seule seconde. « Mathieu, je sais ce que tu vas dire, que c'est de la folie, que demain on va devoir faire face aux conséquences, que je suis ton patron et que ça complique tout. » Il prit son visage entre ses mains. « Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ces dernières semaines, travailler avec toi, te voir tous les jours, c'était une torture. Parce que je savais déjà que je tombais amoureux de toi, et je savais que je ne pouvais rien y faire. » Le cœur d'Anaïs manqua un battement. « Quoi ? Je suis amoureux de toi, Anaïs, complètement, désespérément amoureux. Et je sais que c'est trop tôt pour dire ça, je sais que ça fait peur, mais je ne veux plus mentir. » Des larmes piquèrent ses yeux. « Tu ne peux pas dire des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que maintenant, je dois admettre que moi aussi. » Sa voix se brisa. « Je suis tombée amoureuse de toi, et je ne sais pas comment on va faire pour que ça marche. » Il l'embrassa lentement, tendrement, et elle goûta le sel de ses propres larmes sur ses lèvres. « On trouvera un moyen, » promit-il contre sa bouche. « Je ne te laisserai pas partir, jamais. » Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que l'aube commence à pointer, échangeant des baisers paresseux et des promesses murmurées. Puis la réalité s'imposa. Anaïs devait retourner dans sa chambre avant que quelqu'un ne la voie sortir de celle de Mathieu. « Je déteste ça, » dit Mathieu en la regardant se rhabiller, appuyée contre les oreillers.
Te voir partir. C'est juste à côté. Elle boutonna sa blouse, chercha ses chaussures. Et on se voit dans quelques heures. En faisant semblant qu'il ne s'est rien passé. Elle s'assit au bord du lit, prit son visage entre ses mains. Pour l'instant. Juste pour l'instant. On va trouver comment annoncer ça, mais pas maintenant, pas ici. Il hocha la tête, mais elle voyait dans ses yeux qu'il détestait ça autant qu'elle. « Embrasse-moi encore », demanda-t-il. Et elle le fit, versant dans ce baiser toute la frustration de devoir le quitter, toute la promesse de ce qui les attendait. Quand elle ouvrit finalement la porte pour se glisser dans le couloir, elle faillit percuter Céline qui se dirigeait vers les ascenseurs, visiblement en tenue de sport. Leurs regards se croisèrent. Anaïs, échevelée, en vêtements froissés de la veille, sortant de la chambre de Mathieu à 5 heures du matin. Céline, les yeux s'élargissant de compréhension. « Ce n'est pas ce que tu crois », commença Anaïs pathétiquement. Céline leva une main. « Je n'ai rien vu, rien du tout. » Mais un sourire jouait sur ses lèvres. « Juste, soyez prudents, d'accord ?» Et elle continua son chemin vers les ascenseurs, laissant Anaïs plantée dans le couloir, le cœur battant. De retour dans sa chambre, Anaïs s'effondra sur son lit et fixa le plafond. Qu'est-ce qu'elle venait de faire? Coucher avec son patron, tomber amoureuse de lui, et maintenant se faire surprendre par une collègue. Mais même en sachant que tout était compliqué, dangereux, potentiellement désastreux pour sa carrière, elle ne pouvait pas regretter. Pas quand elle sentait encore la chaleur de ses mains sur sa peau, pas quand ses mots résonnaient encore dans sa tête. « Je suis amoureux de toi ». Elle porta ses mains à son visage et sourit malgré tout. Qu'est-ce qu'ils avaient déclenché? Mais ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que les choses allaient devenir encore bien plus compliquées. Parce que l'amour, aussi fort soit-il, n'est jamais simple. Et dans le monde impitoyable du droit des affaires parisien, il allait leur falloir plus que des sentiments pour survivre. Le petit déjeuner fut une épreuve de torture raffinée. Anaïs descendit à 7h30, les cheveux encore humides de la douche, maquillée avec soin pour cacher les cernes qui trahissaient sa nuit presque blanche. Elle portait un tailleur pantalon gris anthracite, strictement professionnel, comme une armure. Mathieu était déjà installé à une table près de la baie vitrée, le journal Le Monde déplié devant lui, une tasse de café noir à portée de main. Il leva les yeux quand elle entra, et pendant une fraction de seconde, quelque chose passa dans son regard, quelque chose de chaud et d'intime qui lui fit manquer un battement de cœur. Puis, le masque professionnel retomba. « Bonjour, mademoiselle Martin », dit-il poliment, comme si de rien n'était. « Bonjour, maître Delacroix », répondit-elle en s'installant à l'autre bout de la table, aussi loin de lui que possible, sans que ce soit suspect. Antoine arriva quelques minutes plus tard. Puis Céline qui leur adressa un sourire complice, qu'Anaïs feignit d'ignorer, puis le reste de l'équipe. La conversation porta sur le planning de la journée, les points à négocier, la stratégie à adopter. Mathieu dirigeait la discussion avec son autorité habituelle, mais Anaïs le surprit à la regarder 3 fois, chaque fois avec cette même intensité à peine voilée. Sous la table, son téléphone vibra. Un message. « Tu es magnifique ce matin ». Elle releva les yeux. Mathieu avait le regard rivé sur son journal, l'air parfaitement innocent. Elle réprima un sourire et tapa une réponse discrète. « Arrête ça, on est censé être professionnel. Je suis très professionnel, professionnellement obsédé par toi. Mathieu, Anaïs, les gens vont remarquer. Qu'ils remarquent. » Elle leva les yeux, choquée. Il la regardait maintenant ouvertement, un demi-sourire aux lèvres, et elle vit le défi dans ses yeux. Quelque chose en elle se liquéfia. « Tout va bien, Anaïs ?» demanda Antoine, l'attirant de sa transe. « Oui, pardon, je pensais juste aux clauses de garantie. »« Évidemment !» sourit Antoine avec ce regard entendu qui commençait sérieusement à l'agacer. Le reste de la journée se déroula dans un brouillard de réunions et de négociations. Anaïs s'efforçait de se concentrer, prenant des notes compulsives pour ne pas penser à la façon dont Mathieu la regardait quand personne ne faisait attention, ou à la façon dont son cœur s'emballait chaque fois qu'il s'approchait d'elle pour lui montrer un document. Vers 16h, pendant une pause café, il la coinça dans un couloir désert des bureaux du client. « On ne peut pas continuer comme ça », murmura-t-il en se penchant vers elle, une main posée sur le mur près de sa tête. « Je sais ».
Elle le regarda, perdue dans ses yeux sombres. « Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Dîner avec moi ce soir, juste nous deux. Vraiment, pas comme prétexte. Mathieu, toute l'équipe va. Qu'ils aillent se faire foutre. » La vulgarité la surprit. Mathieu ne jurait jamais. « Je veux passer du temps avec toi, du vrai temps, sans avoir à faire semblant. »« D'accord, » céda-t-elle, incapable de lui résister. « Mais pas le même restaurant que l'équipe. » Il sourit, ce sourire rare et lumineux qui transformait complètement son visage. « Je connais l'endroit parfait. » Ce soir-là, Anaïs annonça à l'équipe qu'elle avait mal à la tête et préférait rester à l'hôtel. Céline lui lança un regard qui disait clairement qu'elle ne croyait pas un mot de cette excuse, mais ne fit aucun commentaire. Mathieu, lui, inventa une excuse sur des appels urgents à passer. « Vraiment ?» demanda Antoine avec un sourcil arqué. « Un mercredi soir ? Le droit des affaires ne connaît pas les horaires de bureau, Antoine. Tu le sais bien, » répondit Mathieu sans sourciller. 10 minutes après le départ de l'équipe, Anaïs descendit dans le hall. Mathieu l'attendait déjà, en jean et pull noir, une veste de cuir sur le bras. Il avait l'air différent, hors du costume, plus jeune, plus accessible, et terriblement attirant. « Prête pour une vraie soirée ?» demanda-t-il en lui tendant la main. Elle la prit sans hésiter. « Emmène-moi. » Ils marchèrent dans les rues de Lyon, main dans la main, profitant de l'anonymat de cette ville où personne ne les connaissait. Mathieu l'emmena dans un petit restaurant du vieux Lyon, loin des circuits touristiques, où l'on servait une cuisine traditionnelle dans une ambiance de pierre et de boiseries sombres. Ils s'installèrent à une table au fond, dans un angle intime éclairé par des bougies. Et pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, ils purent simplement être eux-mêmes. « Alors » commença Anaïs en sirotant son vin rouge. « Maintenant qu'on n'a plus à jouer les professionnels distants, raconte-moi. Qui est vraiment Mathieu Delacroix ?» Il sourit, un peu embarrassé. « Ce n'est pas très intéressant. »« J'en doute. » Il soupira, fit tourner son verre entre ses mains. « Qu'est-ce que tu veux savoir ?»« Tout. Commence par le commencement. » Alors, il raconta. Son enfance entre un père brillant mais distant et une mère américaine qui était repartie vivre aux États-Unis quand il avait 12 ans. Les études de droit qu'il n'avait pas vraiment choisies, mais qui étaient attendues de lui. La mort de son père il y a 2 ans et le poids écrasant de reprendre le cabinet familial. « J'ai l'impression de jouer un rôle en permanence, » avoua-t-il, et il y avait tant de vulnérabilité dans sa voix qu'Anaïs dut résister à l'envie de lui prendre la main par-dessus la table. Le fils brillant qui perpétue le nom, l'associé impitoyable qui gagne tous ses dossiers, le patron exigeant qui ne montre aucune faiblesse. Il leva les yeux vers elle. « Et puis tu es arrivé, avec ton insolence et tes réparties, et tu as tout chamboulé. »« Désolé, » tenta-t-elle, avec un petit sourire. « Ne t'excuse jamais. Tu m'as rappelé qu'il y avait plus dans la vie que le travail et les apparences. Tu m'as fait sentir vivant pour la première fois depuis des années. » Anaïs sentit sa gorge se serrer. « À mon tour alors, tu veux savoir qui je suis vraiment ?»« Tout, » répéta-t-il son propre mot. Elle lui parla de son enfance dans une banlieue modeste de Paris, avec une mère infirmière qui travaillait de nuit et un père absent. De ses études de droit qu'elle avait financées en travaillant dans un centre d'appel le soir, dormant 4 heures par nuit pendant 5 ans. Des cabinets où elle avait été systématiquement ignorée, sous-estimée, où ses idées étaient reprises par des hommes moins compétents. « J'en ai tellement voulu au monde entier, » admit-elle. « Tellement voulu à tous ces gens qui avaient tout sans effort, pendant que je me battais pour chaque miette. Et quand je t'ai rencontré, je t'ai détesté un peu au début. Parce que tu représentais tout ce que je n'aurais jamais. Et maintenant ?» Maintenant, elle prit une grande inspiration. Maintenant, je comprends que tu te bats aussi, juste contre des démons différents. Mathieu tendit la main par-dessus la table, et cette fois elle la prit sans hésitation, leurs doigts s'entrelaçant naturellement. « J'ai quelque chose à avouer, » dit-il. « Le jour où je t'ai engagé, je savais déjà que tu allais être un problème. »« Ah oui ?» Tu es entré dans la salle d'entretien avec cette détermination dans les yeux, cette façon de me regarder droit dans les yeux sans ciller, et j'ai su. J'ai su que si je te recrutais, j'allais tomber amoureux de toi. Et je l'ai fait quand même. Pourquoi? Parce que je suis un masochiste? Il sourit. Ou peut-être parce qu'une partie de moi voulait tomber. J'étais tellement fatigué d'être seul.
Le dîner se prolongea, les plats se succédant dans une délicieuse lenteur. Ils parlèrent de tout et de rien, découvrant 1000 petits détails l'un sur l'autre. Elle aimait les vieux films français en noir et blanc. Il jouait du piano le soir pour se détendre, mais n'en parlait jamais. Elle détestait l'hiver parisien. Il avait une passion secrète pour la cuisine japonaise. Elle voulait écrire un livre un jour. Il rêvait parfois de tout plaquer pour ouvrir un bar à vin en Provence. « Tu me fais dire des choses que je n'ai jamais dites à personne », constata Mathieu en la regardant par-dessus les restes de leur dessert partagé. « C'est une bonne chose ?» La meilleure. Ils quittèrent le restaurant vers 11 heures, légèrement étourdis par le vin et la magie de cette soirée. Lyon s'était endormi autour d'eux, les rues du vieux Lyon désertes et baignées par la lumière dorée des réverbères. « On devrait rentrer ?» dit Anaïs sans conviction, frissonnant légèrement dans l'air frais de la nuit. Mathieu retira sa veste et la posa sur ses épaules. « On devrait, mais aucun des deux ne bougea. Hein ?» Ils se tenaient face à face dans une petite place pavée. Et soudain, Mathieu prit son visage entre ses mains et l'embrassa lentement, tendrement, comme s'ils avaient tout le temps du monde. Quand ils se séparèrent, le souffle court, Anaïs appuya son front contre le sien. « Je suis en train de tomber si fort, Mathieu, ça me terrifiait. »« Moi aussi, » murmura-t-il, « mais je ne veux pas avoir peur, plus maintenant. » Ils rentrèrent à l'hôtel main dans la main, et cette nuit-là, Anaïs resta dans la chambre de Mathieu. Ils firent l'amour lentement, savourant chaque caresse, chaque baiser, puis s'endormirent enlacés, le monde extérieur momentanément oublié. Les jours suivants établirent une routine dangereusement addictive. Professionnels et distants pendant les réunions, volant des regards et des frôlements quand personne ne regardait, puis se retrouvant le soir dans la chambre de Mathieu pour se perdre l'un dans l'autre. Céline ne disait rien, mais son regard complice en disait long. Antoine avait un sourire en coin permanent. Même les autres membres de l'équipe commençaient à remarquer quelque chose, une tension nouvelle dans l'air quand Mathieu et Anaïs étaient dans la même pièce. « Tu devrais faire attention », l'avertit Céline un soir, alors qu'elle se changeait pour le dîner. « Les gens commencent à jaser. »« Il ne se passe rien », mentit Anaïs, en enfilant une robe bleu nuit qui moulait ses courbes. « Anaïs », Céline posa une main sur son bras. « Je suis ton amie, d'accord? Et je pense que ce qui se passe entre vous est beau, vraiment. Mais c'est aussi dangereux, pour toi surtout. Je sais. Tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas ?» Anaïs ferma les yeux. « Oui, pathétiquement. Alors protège-toi. Parce que même si lui ne voit que toi, le reste du cabinet te verra comme la fille qui a couché avec le patron pour monter. » Les mots firent mal, parce qu'ils étaient vrais. Anaïs le savait. Elle y pensait chaque nuit, blottie contre Mathieu. Mais chaque matin, quand elle se réveillait dans ses bras, les doutes s'évaporaient. Le dernier jour à Lyon arriva trop vite. La fusion était finalisée, les contrats signés, le client satisfait. L'équipe célébra autour d'un dîner d'adieu dans un restaurant gastronomique et Mathieu porta un toast. « À l'équipe la plus brillante avec laquelle j'ai jamais travaillé », déclara-t-il en levant son verre. Ses yeux trouvèrent ceux d'Anaïs et y restèrent une seconde de trop. « Vous avez été exceptionnels. » Cette nuit-là fut leur dernière à Lyon. Mathieu fit l'amour à Anaïs avec une lenteur désespérée, comme s'il essayait de mémoriser chaque centimètre de sa peau, chaque son qu'elle faisait. « Demain, on rentre à Paris », murmura-t-elle plus tard, traçant des motifs invisibles sur son torse. « Je sais. Qu'est-ce qui va se passer ?» Mathieu fut silencieux un long moment. « Je ne sais pas, mais je sais que je ne veux pas te perdre. Moi non plus. Mais au cabinet, on sera prudent. On attendra le bon moment pour annoncer. » Et s'il n'y a jamais de bon moment? Il roula sur le côté pour la regarder, ses yeux sombres intenses dans la pénombre. Alors on créera le bon moment. Je ne te laisserai pas partir, Anaïs. Je ne peux pas. Elle l'embrassa, versant dans ce baiser toutes ses peurs et tous ses espoirs. Et pendant cette dernière nuit dans leur bulle lyonnaise, elle se permit de croire que l'amour suffirait. Mais le retour à Paris allait leur prouver à quel point elle s'était trompée. Le train du retour fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Anaïs fixait le paysage qui défilait par la fenêtre. Mathieu tapait sur son ordinateur avec une concentration féroce qui ne trompait personne.
La réalité les rattrapait à chaque kilomètre qui les rapprochait de la capitale. À la gare de Lyon, ils se séparèrent avec des au revoir polis et professionnels qui sonnaient faux à leurs propres oreilles. Anaïs rentra chez elle, dans son petit studio du 15e arrondissement qui lui sembla soudain terriblement vide et froid après 2 semaines dans les bras de Mathieu. Elle posa sa valise, s'effondra sur son lit et fondit en larmes sans vraiment savoir pourquoi. Son téléphone vibra. Un message de Mathieu. « Tu me manques déjà, c'est pathétique. » « Non, parce que tu me manques aussi. Dîner demain soir? En secret comme des adolescents idiots? J'aimerais ça. Je t'aime, Anaïs. » Elle fixa ces mots sur l'écran, son cœur se gonflant et se brisant à la fois. « Je t'aime aussi. » Le lundi matin au cabinet fut étrange. Anaïs arriva tôt, comme toujours, s'installa à son bureau et essaya de se concentrer sur le travail. Mais elle sentait les regards, les murmures. Céline n'était pas la seule à avoir remarqué quelque chose. Mathieu arriva à 9 heures, impeccable dans un costume 3 pièces gris charbon. Il passa devant son bureau sans un regard, un simple « Bonjour Martin » jeté par-dessus son épaule. Mais 2 minutes plus tard, son téléphone vibra. « Viens dans mon bureau dans 10 minutes et porte cette jupe que tu avais jeudi à Lyon, tu sais laquelle ?» Anaïs sentit la chaleur lui monter aux joues. Elle savait exactement de quelle jupe il parlait, celle qu'il avait fait glisser le long de ses hanches ce soir-là. 10 minutes plus tard, elle frappa à sa porte. « Entrez !» Elle entra, ferma la porte derrière elle. Mathieu était debout près de la fenêtre, les mains dans les poches, et quand il se retourna, l'intensité dans son regard la cloua sur place. « Ferme à clé !» ordonna-t-il à voix basse. Elle obéit, le cœur battant. En 3 enjambées, il la rejoignit, la plaquant doucement contre la porte, ses lèvres trouvant les siennes dans un baiser affamé. « Tu m'as tellement manqué !» haleta-t-il contre sa bouche. 2 jours. Ça fait juste 2 jours, et j'ai l'impression de devenir fou. Mathieu, on est au bureau. Je sais. Il appuya son front contre le sien, luttant visiblement pour reprendre le contrôle. Mais je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Je ne peux pas te voir et faire semblant que tu n'es rien pour moi. Il le faut, pour l'instant, jusqu'à ce qu'on trouve comment... Comment quoi? Annoncer au cabinet que je suis amoureux de mon assistante juridique? Tu sais ce qu'ils vont dire. Je sais. Sa voix se brisa. Ils vont dire que je t'ai séduit pour progresser, que je suis une arriviste, que tout ce que j'accomplis est grâce à toi et pas grâce à mes compétences. Mathieu la regarda et elle vit la douleur dans ses yeux. Je ne les laisserai pas dire ça. Tu ne pourras pas les en empêcher. Un long silence, puis Mathieu recula, passa une main dans ses cheveux en un geste frustré. Qu'est-ce qu'on fait alors? On se cache indéfiniment? On se retrouve en secret comme si on faisait quelque chose de mal? Je ne sais pas. Anaïs sentit les larmes menacées. Je ne sais pas, Mathieu. Tout ce que je sais, c'est que je t'aime et que j'ai peur. Peur de te perdre, peur de perdre mon travail, peur de ce que les gens vont penser. Il la prit dans ses bras, la serrant fort contre lui. On va trouver une solution, je te le promets. Mais c'était une promesse qu'il ne pourrait peut-être pas tenir. Et dans les semaines qui suivirent, cette réalité devint de plus en plus claire. Les semaines suivantes furent un exercice d'équilibriste émotionnel. Le jour, Mathieu et Anaïs maintenaient une distance professionnelle stricte, peut-être même trop stricte. Il était exigeant, parfois cassant. Elle était efficace, irréprochable, mais froide. Leurs collègues commencèrent à remarquer la tension, mais l'interpréter différemment. « On dirait que vous ne vous supportez plus », commenta Antoine un jeudi après-midi, alors qu'Anaïs venait de sortir du bureau de Mathieu après un échange particulièrement glacial sur un dossier. « On a juste des visions différentes sur certains points juridiques », répondit-elle en haussant les épaules, mais ses mains tremblaient légèrement en rangeant ses documents. La vérité était bien plus compliquée. La vérité, c'était qu'il se retrouvait 3 fois par semaine dans l'appartement de Mathieu, un superbe haussmannien du 7e arrondissement avec vue sur la tour Eiffel. Là, loin des regards du cabinet, ils pouvaient enfin être eux-mêmes. Mathieu cuisinait pour elle, des plats japonais appris lors de ses années d'études à Tokyo. Elle lisait sur son canapé pendant qu'il jouait du piano, des mélodies mélancoliques qui lui serraient le cœur.
Ils faisaient l'amour avec une intensité qui les laissait tous deux tremblants et vulnérables. « Je déteste ça », avoua Anaïs un soir, blottie contre lui dans son lit king-size au drap de soie noire. « Je déteste devoir faire semblant au bureau, devoir ignorer que tu me regardes, ne pas pouvoir te toucher. » Mathieu embrassa son front, ses doigts traçant des cercles paresseux sur son bras nu. « Moi aussi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Si on révèle notre relation maintenant, le cabinet va exploser. Les associés vont questionner mon jugement. Les autres avocats vont te regarder différemment. » « Je sais. » Elle ferma les yeux, luttant contre les larmes qui menaçaient. « Mais combien de temps on peut continuer comme ça, à se cacher comme si on avait honte ? Je n'ai pas honte de toi, jamais. Alors, prouve-le. » Il se redressa, la regardant avec une expression blessée. « C'est injuste, Anaïs. Tu sais que ce n'est pas si simple. »« Je sais, pardon. » Elle se leva, nue, et alla se poster devant la fenêtre panoramique, contemplant Paris illuminé. C'est juste que, parfois j'ai l'impression d'être ton secret coupable, quelque chose que tu gardes caché dans le noir. Mathieu la rejoignit, l'enlaçant par derrière, son menton reposant sur son épaule. Tu n'es pas mon secret coupable, tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et je vais trouver un moyen de le dire au monde entier, je te le promets. Mais les promesses, aussi sincères soient-elles, ne suffisaient pas toujours. Le point de rupture arriva un mardi matin de fin mai. Le cabinet venait de recruter un nouveau jeune avocat, Julien Moreau, 28 ans, diplômé de Sciences Po et HEC, un sourire charmeur et une ambition qui se lisait à des kilomètres. Beau garçon dans le genre classique, cheveux châtain clair, yeux bleus, il avait ce charisme décontracté qui mettait tout le monde à l'aise. Dès le premier jour, il remarqua Anaïs. « Alors c'est vous, la fameuse Anaïs Martin », dit-il en s'approchant de son bureau avec 2 cafés. « J'ai entendu dire que vous étiez la meilleure assistante juridique du cabinet. Je me suis permis de vous apporter un café en signe de bienvenue. Enfin, bienvenue pour moi. » Anaïs leva les yeux, surprise. « Oh, merci, c'est gentil. Julien Moreau, je viens d'être affecté à l'équipe Fusion et Acquisition. » Il lui tendit une main qu'elle serra poliment. « J'espère qu'on aura l'occasion de travailler ensemble. » Probablement. C'est un petit cabinet finalement. Pas si petit que ça. Il s'appuya contre son box, visiblement pas pressé de partir. Mais j'aime bien. Plus convivial que les gros machins de la défense où j'étais avant. Ici, on a l'impression de pouvoir vraiment connaître les gens. Anaïs sourit poliment, ne sachant pas trop quoi répondre. Heureusement, Céline apparut avec des documents urgents, et Julien prit congé avec un « à bientôt », accompagné d'un clin d'œil qui la laissa vaguement mal à l'aise. « Quelqu'un a un admirateur », chantonna Céline, une fois Julien hors de portée de voix. « N'importe quoi, il est juste poli. Poli, c'est quand on dit bonjour. Apporter un café personnalisé, c'est de l'intérêt. Et je l'ai vu te regarder pendant la réunion de ce matin. Le garçon est mordu. Eh bien, il va falloir qu'il se démorde. Je ne suis pas intéressé. Parce que tu as déjà un homme, compléta Céline à voix basse en se penchant vers elle. Comment ça se passe avec notre cher patron d'ailleurs ? Anaïs jeta un regard prudent autour d'elle avant de répondre. C'est compliqué. L'amour est toujours compliqué, ma belle. Mais ça vaut le coup. Anaïs pensa à Mathieu, à la façon dont il la regardait quand elle se réveillait le matin, à ses mains expertes qui connaissaient désormais chaque centimètre de son corps, à sa voix qui murmurait « Je t'aime » dans le noir. Oui, ça vaut le coup, mais elle ne savait pas encore que Julien Moreau allait devenir un problème, un gros problème. Dans les jours qui suivirent, Julien sembla être partout. Il passait par hasard devant le bureau d'Anaïs plusieurs fois par jour. Il l'invitait à déjeuner avec l'équipe, s'arrangeant toujours pour s'asseoir à côté d'elle. Il posait des questions sur son parcours, riait à ses blagues, la complimentait sur son travail. Et Mathieu le remarqua. « C'est qui ce type ?» demanda-t-il un soir, alors qu'Anaïs venait d'arriver chez lui après une longue journée. « Quel type ? Moreau, le nouveau. Je l'ai vu traîner autour de ton bureau toute la journée. » Anaïs fronça les sourcils devant le ton acerbe. Il est nouveau, il pose des questions. C'est normal. Il te draguait. Mathieu, ne me dis pas que tu n'as pas remarqué. Il faisait les 100 pas dans son salon, la mâchoire serrée. La façon dont il te regarde,
dont il trouve toujours une excuse pour être près de toi. Et alors, Anaïs sentit la colère monter. Je ne lui ai rien fait pour l'encourager. Je suis poli, c'est tout. Tu lui as souri? Quoi? Ce midi à la cafétéria. Tu lui as souri. Ce sourire que tu fais quand quelque chose t'amuse vraiment. Anaïs le fixa, incrédule. Tu es en train de me faire une scène de jalousie? Je constate juste que... Tu constates quoi exactement? Elle se leva, les poings serrés. Que j'ose sourire à un collègue, que j'ose avoir des interactions normales avec les gens pendant que toi, tu m'ignores ostensiblement toute la journée? Je ne t'ignore pas. Ah non, ce matin, quand je t'ai croisé dans le couloir et que je t'ai dit bonjour, tu as regardé ailleurs comme si je n'existais pas, parce que Bernard était juste derrière toi. Et donc quoi, on ne peut même pas se dire bonjour maintenant? Le silence retomba, lourd et tendu. Mathieu passa une main dans ses cheveux, l'air soudain épuisé. « Je suis désolé, tu as raison. Je deviens parano. Tu penses ?» Anaïs se laissa retomber sur le canapé, vidé. « Mathieu, si on doit être ensemble, il faut que tu me fasses confiance. Je te fais confiance. » Il s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « C'est les autres que je ne supporte pas. Les voir te regarder, savoir qu'ils peuvent t'approcher librement, alors que moi, je dois faire semblant que tu n'es rien. Je sais que c'est dur. Pour moi aussi, c'est l'enfer. » Elle caressa son visage. « Mais on ne peut pas se disputer à chaque fois qu'un homme me parle. Sinon, autant arrêter tout de suite. » La peur passa dans ses yeux. « Ne dis pas ça. Alors arrête de me rendre folle. » Il l'embrassa, désespérément, comme pour sceller une promesse. Plus de jalousie stupide, je te le jure. Mais c'était une promesse qu'il ne tiendrait pas. La semaine suivante, Julien intensifia ses efforts. Il apporta des viennoiseries le matin, trouva des prétextes pour travailler sur les mêmes dossiers qu'Anaïs, l'invita à prendre un verre après le travail. Elle déclinait poliment à chaque fois, mais il persistait avec une bonne humeur, inébranlable. « Il ne comprend pas les sous-entendus ou quoi ?» grommela Céline en observant Julien déposer une rose sur le bureau d'Anaïs un vendredi matin. Anaïs fixa la fleur avec horreur. « Oh non, 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 non. Oh si, le garçon a décidé de passer à l'offensive. Qu'est-ce que je fais? Tu lui parles, tu lui dis clairement que tu n'es pas intéressé, avant que... » Céline n'eut pas besoin de finir sa phrase. Anaïs leva les yeux et vit Mathieu debout à l'entrée de l'espace ouvert, le regard fixé sur la rose, sa mâchoire tellement crispée qu'on voyait les muscles jouer sous sa peau. Leurs regards se croisèrent. Elle vit la tempête dans ses yeux, vit ses poings se serrer. Puis il tourna les talons et repartit vers son bureau, chaque mouvement trahissant une colère à peine contenue. « Merde !» murmura Anaïs. Elle se leva, attrapa la rose et la fourra dans la poubelle, puis se dirigea vers le bureau de Julien, déterminée à mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Julien était au téléphone, mais lui fit signe d'entrer avec un sourire radieux. Elle attendit qu'il raccroche, les bras croisés, l'air sévère. « Anaïs, tu as aimé la rose? Je me suis dit que... » « Julien, il faut qu'on parle. » Son sourire vacilla légèrement. « D'accord. Quelque chose ne va pas? Écoute, tu es quelqu'un de très sympathique, vraiment, mais je dois être clair avec toi. Je ne suis pas intéressé, pas de cette façon. » Il cligna des yeux, visiblement pris au dépourvu. « Oh, je pensais qu'on s'entendait bien. On s'entend bien en tant que collègue, mais c'est tout ce que ça sera jamais. Je suis désolé si j'ai pu donner une autre impression. »« C'est à cause de quelqu'un d'autre ?» demanda-t-il après un silence. Anaïs hésita une fraction de seconde de trop. « C'est personnel. Il y a quelqu'un, » conclut Julien en hochant la tête. « D'accord, je comprends. Désolé si j'ai été trop insistant. Ce n'est rien. On oublie et on reste bons collègues ? » « Bon collègue, » accepta-t-il en lui tendant la main. Elle la serra, soulagée que ce soit réglé, et retourna à son bureau. Mais le soulagement fut de courte durée. À 18h, alors que le bureau se vidait, Mathieu apparut devant son box. « Mon bureau. Maintenant !» Le ton ne laissait aucune place à la discussion. Anaïs le suivit, le cœur battant. Dès qu'il ferma la porte derrière eux, elle sentit la tension dans l'air, épaisse et électrique. « Une rose !» commença-t-il d'une voix dangereusement basse. « Il t'a apporté une putain de rose sur ton bureau devant tout le monde. Mathieu, laisse-moi t'expliquer. »
Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Qu'il est en train de te draguer ouvertement, pendant que moi je dois faire semblant que tu ne comptes pas? J'ai réglé la situation. J'ai été lui parler. Je lui ai dit clairement que je n'étais pas intéressé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a compris, c'est fini. Mathieu rit, un rire amer sans humour. Tu penses vraiment qu'un type qui te court après depuis 2 semaines va abandonner juste parce que tu lui as dit non une fois? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? La voix d'Anaïs monta. Que je lui dise que je suis avec toi? Que je révèle notre relation au cabinet entier juste pour marquer mon territoire? Peut-être que oui. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mathieu sembla réaliser ce qu'il venait de dire, passa une main sur son visage. Je ne voulais pas dire ça. Si, tu le voulais. Anaïs sentit quelque chose se briser en elle. Tu veux que je sacrifie ma carrière, ma réputation, tout ce pour quoi j'ai travaillé, juste pour que tu ne sois pas jaloux d'un type qui ne m'intéresse même pas? Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que tu as dit. Les larmes commencèrent à couler. Tu sais ce qui va se passer si on révèle notre relation maintenant? Les gens vont dire que je t'ai séduit pour obtenir ce poste. Que tout mon travail, tous mes succès, c'est grâce à toi. Que je ne suis rien d'autre que la fille qui couche avec le patron. Tu te fous de ce que les gens pensent. Pas quand ça concerne ma carrière, pas quand j'ai passé des années à me battre pour être prise au sérieux. Elle essuya rageusement ses larmes. Tu ne comprends pas, tu ne peux pas comprendre parce que toi, tu as tout eu sur un plateau. Le nom, le cabinet, le respect automatique. Moi, je dois me battre pour chaque putain de miette. Anaïs, non, écoute-moi. Elle prit une grande inspiration, essayant de calmer les tremblements dans sa voix. Je t'aime. Dieu sait que je t'aime tellement que ça fait mal. Mais je ne peux pas être avec quelqu'un qui me demande de choisir entre lui et ce que j'ai construit. Je ne te demande pas de choisir. Si, c'est exactement ce que tu fais. Elle attrapa son sac. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin d'espace. Ne pars pas. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. Mais elle était déjà à la porte. Elle se retourna une dernière fois, le vit debout au milieu de son bureau immaculé, l'air perdu et brisé. Appelle-moi quand tu seras prêt à me faire vraiment confiance et à comprendre ce que ça signifie pour moi. Elle sortit, ignorant sa voix qui l'appelait, et ne se retourna pas. Cette nuit-là, seule dans son studio, Anaïs pleura jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de larmes. Son téléphone vibrait sans arrêt avec des messages de Mathieu qu'elle ne lisait pas. Elle savait que si elle les lisait, elle craquerait, et elle avait besoin de tenir bon. Parce que si leur amour ne pouvait pas survivre à ça, à cette tension entre leur relation et le monde extérieur, alors peut-être qu'il n'était pas assez fort pour commencer. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que tout allait empirer avant de s'améliorer. Et que très bientôt, elle n'aurait plus le choix de garder leur secret. Les 3 semaines qui suivirent furent les plus longues de la vie d'Anaïs. Elle et Mathieu maintenaient une distance professionnelle glaciale au bureau, ne communiquant que par email pour les dossiers urgents. Chaque interaction était polie, formelle et absolument déchirante. Mathieu avait cessé d'envoyer des messages après la 5e nuit sans réponse. Anaïs avait pleuré en lisant le dernier. « Je respecte ton besoin d'espace, mais sache que je t'aime, toujours. » Elle avait failli répondre 1 millier de fois. Mais quelque chose la retenait, une fierté blessée mêlée à une peur viscérale que rien ne changerait vraiment. Au bureau, les rumeurs allaient bon train. Certains disaient que Mathieu et Anaïs s'étaient disputés sur un dossier. D'autres murmuraient qu'ils n'avaient jamais pu se supporter de toute façon. Julien, à son crédit, gardait ses distances, mais restait amical et attentionné d'une manière qui ne dépassait jamais les limites. « Tu as une mine épouvantable », constata Céline un vendredi après-midi, posant une tasse de thé sur le bureau d'Anaïs. « Merci, c'est exactement ce qu'une fille a envie d'entendre. Je suis sérieuse, tu ne dors pas, tu ne manges pas, ça ne peut pas continuer comme ça. Je vais bien. » Menteuse. Céline baissa la voix. « Parle-lui, Anaïs. La vie est trop courte pour ce genre de fierté stupide. Ce n'est pas de la fierté, c'est... » Elle soupira, incapable de trouver les mots justes. « C'est compliqué. L'amour est toujours compliqué. Mais regarde-vous tous les deux, vous êtes misérables. Lui est encore pire que toi si c'est possible. Il ne sort presque plus de son bureau. Il ne parle à personne. Antoine dit qu'il travaille jusqu'à minuit tous les soirs. » Le cœur d'Anaïs se serra. « Il va bien ?»
Non, évidemment qu'il ne va pas bien. Il est amoureux d'une femme qui refuse de lui parler. Ce n'est pas juste ça. Alors c'est quoi? Parce que de l'extérieur, on dirait juste deux personnes qui s'aiment, mais qui sont trop têtues pour se battre pour leur relation. Anaïs ferma les yeux, sentant les larmes menacées. Et si ce n'est pas suffisant? L'amour, je veux dire. Et si on s'aime, mais que ça ne marche quand même pas, alors au moins tu sauras. Mais là, tu te punis toi-même en ne sachant même pas. Les mots de Céline résonnèrent dans sa tête tout le week-end. Le dimanche soir, Anaïs était sur le point de lui envoyer un message quand elle reçut un appel de la secrétaire de direction. « Mademoiselle Martin, désolé de vous déranger le dimanche. C'est à propos de la confraternisation annuelle du cabinet vendredi prochain. Vous êtes bien sûr invité. L'événement aura lieu à l'hôtel Raphaël dans le 8e arrondissement. » Oh, d'accord, merci de me prévenir. Un dernier détail, vous pouvez amener un accompagnateur si vous le souhaitez. Anaïs raccrocha, le cœur battant. La confraternisation annuelle, l'événement social le plus important du cabinet où tous les associés, avocats et personnels se réunissaient dans une ambiance détendue. Elle n'y était jamais allée auparavant, ayant rejoint le cabinet après celle de l'année précédente. Le lendemain, Julien passa devant son bureau avec un sourire hésitant. « Tu as reçu l'invitation pour vendredi ?»« Oui. Écoute, je sais que tu m'as dit que tu n'étais pas intéressé, et je respecte ça complètement. Mais si tu cherches juste un ami pour t'accompagner, sans pression, je serai ravi. C'est toujours moins intimidant d'arriver avec quelqu'un. » Anaïs hésita. Aller avec Julien enverrait un mauvais message. Mais y aller seul, voir Mathieu là-bas, peut-être avec quelqu'un d'autre, l'idée lui donna envie de vomir. « Je vais réfléchir. Merci, Julien. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Mathieu, dans son bureau, avait entendu chaque mot de cette conversation, et que quelque chose en lui venait de se briser définitivement. Le vendredi soir arriva trop vite. Anaïs s'était finalement résolue à y aller seule, refusant poliment l'offre de Julien. Elle avait passé 2 heures à se préparer, choisissant finalement une robe fourreau rouge vif qui épousait ses courbes, avec un décolleté plongeant dans le dos. Ses cheveux étaient relevés en un chignon sophistiqué, quelques mèches encadrant son visage. Le maquillage était parfait, les lèvres rouges carmin. Si elle devait affronter Mathieu, autant le faire en étant sublime. L'hôtel Raphaël était magnifique, tout en dorure et en lustre de cristal. Le grand salon avait été transformé en salle de réception, avec des tables élégamment dressées, un bar ouvert et un orchestre qui jouait du jazz en sourdine. Anaïs accepta une coupe de champagne qu'un serveur lui tendait et se mêla à la foule, souriant et saluant ses collègues. Céline la rejoignit immédiatement, resplendissante dans une robe verte émeraude. « Bon sang, tu es magnifique, tu vas le tuer. Ce n'est pas le but. Menteuse. » Céline lui fit un clin d'œil. Il n'est pas encore arrivé, mais la soirée ne fait que commencer. 1 heure passa. Anaïs papillonnait de groupe en groupe, riant aux blagues, discutant de tout et de rien. Mais une partie d'elle scannait constamment la salle, cherchant cette silhouette qu'elle connaissait par cœur. Et puis elle le vit. Mathieu venait d'entrer, impeccable dans un smoking noir qui lui allait comme une seconde peau. Ses cheveux étaient coiffés en arrière, mettant en valeur ses traits ciselés. Il avait l'air fatigué, des cernes sombres sous ses yeux, mais toujours aussi magnifique que ça lui coupa le souffle. Leurs regards se croisèrent à travers la salle bondée. Le monde sembla ralentir. Elle vit ses yeux s'assombrir quand ils glissèrent sur sa robe rouge, vit sa mâchoire se crisper, puis quelqu'un lui parla et il détourna le regard, brisant la connexion. Anaïs vida sa coupe de champagne d'un trait et en prit une autre. La soirée se poursuivit dans un brouillard de conversation et de champagne. Anaïs gardait un œil sur Mathieu, le voyant discuter avec les associés, rire poliment aux anecdotes, mais jamais s'approcher d'elle. C'était comme s'il l'évitait délibérément. Ça lui faisait un mal de chien. Vers 22 heures, alors que l'orchestre commençait à jouer une valse lente, Julien apparut à ses côtés. « Tu danses ?» Anaïs hésita. De l'autre côté de la salle, elle voyait Mathieu adossé au bar, un whisky à la main, qui les observait avec une intensité brûlante. Pourquoi pas?
Elle prit la main de Julien et se laissa conduire sur la piste de danse. Il la tenait avec respect, une main sur sa taille, l'autre tenant la sienne. Ils commencèrent à bouger au rythme de la musique. « Tu es tendu, » constata Julien. « Tout va bien ? » ?»« Oui, juste fatigué. »« Tu sais, » dit-il après un moment, « je ne suis pas aveugle. Je vois bien qu'il y a quelque chose entre toi et Delacroix. » Anaïs manqua un pas. « Quoi ? » ?»« La façon dont il te regarde, la façon dont tu l'évites, la tension entre vous. Un aveugle le verrait. » Il sourit gentiment. « C'est lui, n'est-ce pas, la raison pour laquelle tu n'es pas intéressée ?» Elle ne répondit pas, mais son silence était assez éloquent. « Je ne dirai rien, » promit Julien. « Ce n'est pas mes affaires. Mais si tu veux un conseil, arrête de te battre contre ça. La vie est trop courte. » Avant qu'Anaïs puisse répondre, une voix grave résonna derrière elle. « Puis-je couper ?» Elle se retourna. Mathieu était là, la main tendue, le regard indéchiffrable. Julien lâcha immédiatement Anaïs, avec un sourire entendu. « Bien sûr, merci pour la danse, Anaïs. » Et soudain, elle était dans les bras de Mathieu, sa main chaude sur sa taille nue, leur corps trop proche, trop familier. Elle pouvait sentir son parfum, ce mélange de bois, de santal et de quelque chose d'uniquement lui qui lui avait tellement manqué. « Tu es magnifique ce soir, » dit-il à voix basse, ses yeux plongeant dans les siens. « Merci. Cette robe devrait être interdite. Mathieu. » J'ai essayé de rester loin, j'ai vraiment essayé. Sa main se resserra légèrement sur sa taille. Mais te voir danser avec lui, te voir sourire à d'autres, alors que moi, je n'ai plus le droit de te toucher. Je ne peux pas, je ne peux juste pas. Qu'est-ce que tu es en train de dire ? Il s'arrêta de danser, là, au milieu de la piste, fixant ses yeux avec une intensité qui lui coupa le souffle. Je suis en train de dire que j'en ai marre. Marre de me cacher. Marre de faire semblant. Marre de te perdre à cause de ma putain de fierté et de ma peur de ce que les gens vont penser. Mathieu, on ne peut pas faire ça ici. Pourquoi pas ? Sa voix monta légèrement, attirant quelques regards. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ? Parce que les gens vont parler, ils parlent déjà, parce que ça va compliquer les choses, c'est déjà compliqué, parce que ça pourrait nuire à ta carrière, je ne laisserai jamais ça arriver. Les gens autour d'eux commençaient à s'arrêter de danser, à les regarder. Anaïs sentit son cœur s'emballer. « Qu'est-ce que tu fais ? » ?»« Ce que j'aurais dû faire il y a des semaines. » Il lâcha sa main et recula de quelques pas, puis, sous le regard médusé de toute l'assemblée, il s'agenouilla. « Mathieu, non !» chuchota Anaïs, horrifiée et émue en même temps. Mais il était trop tard. Tout le monde les regardait maintenant. L'orchestre avait cessé de jouer. Un silence complet était tombé sur la salle. Mathieu sortit quelque chose de sa poche, une petite boîte de velours noir. L'ouvrit pour révéler une bague en platine sertie d'un solitaire qui scintilla sous les lustres. « Anaïs Martin !» commença-t-il, sa voix portant dans le silence absolu. « Je suis amoureux de toi, depuis le jour où tu es entré dans mon bureau et où tu m'as remis à ma place avec cette insolence magnifique. Tu es la femme la plus brillante, la plus courageuse, la plus exaspérante que j'ai jamais rencontrée. Tu me pousses à être meilleur, tu me rends vivant. » Des larmes coulaient librement sur le visage d'Anaïs maintenant. « J'ai été un lâche. J'ai eu peur de ce que les gens penseraient, de comment notre relation pourrait affecter le cabinet, ta carrière. Mais la vérité, c'est que j'ai juste eu peur. Peur que tu réalises que je ne suis pas assez bien pour toi. Peur de te perdre. » Il prit une grande inspiration. « Alors voilà, devant tout le monde, devant nos collègues, devant le cabinet entier, je te le dis, je t'aime. Je suis fou amoureux de toi, et je me fous éperdument de ce que quiconque pense de ça. » Il tendit la bague vers elle. « Épouse-moi, Anaïs, pas parce que ce sera facile, pas parce que les gens vont comprendre, mais parce que je ne peux pas imaginer un seul jour de ma vie sans toi, parce que tu es mon or, ma raison, mon tout. Épouse-moi et fais de moi l'homme le plus heureux de cette terre. » Le silence était assourdissant. Anaïs regardait Mathieu, cet homme fier et arrogant qui venait de se mettre à genoux devant 200 personnes et d'exposer son cœur pour elle. Elle vit les larmes briller dans ses yeux, vit l'espoir et la terreur mélangés sur son visage. Et elle sut qu'il n'y avait qu'une seule réponse possible. « Lève-toi » dit-elle doucement. La peur traversa son regard. « Anaïs,
Lève-toi, Mathieu. Il se leva lentement, l'incertitude peinte sur chaque trait de son visage. Anaïs prit son visage entre ses mains, sentant les larmes couler sur ses joues. « Tu es un idiot, dit-elle, sa voix tremblant. Un idiot arrogant, impossible, qui vient de me faire la demande la plus embarrassante et la plus parfaite de l'histoire. » Elle vit l'espoir s'enflammer dans ses yeux. « Oui, chuchota-t-elle, puis plus fort. « Oui, je veux t'épouser. » La salle explosa en applaudissements et en cris de joie. Mais Mathieu ne les entendait pas. Il ne voyait qu'elle. Il glissa la bague à son doigt avec des mains tremblantes, puis la prit dans ses bras et l'embrassa. Ce fut un baiser qui contenait 3 semaines de souffrance, de manque, d'amour refoulé. Ses lèvres retrouvèrent les siennes comme si elle revenait à la maison. Ses mains dans ses cheveux défaisant le chignon sophistiqué. Son corps pressé contre le sien comme s'il voulait la fondre en lui. Quand ils se séparèrent enfin, haletant, le front contre le front, Mathieu murmura « Je t'aime, Dieu, comme je t'aime aussi, tellement ». Les gens les entouraient maintenant, les congratulant, riant, tapant dans le dos de Mathieu. Céline pleurait ouvertement de joie. Antoine avait un sourire jusqu'aux oreilles. Même les associés seniors semblaient touchés et heureux. Julien s'approcha, main tendue vers Mathieu. « Félicitations, patron. Elle le méritait. Cette déclaration, je veux dire. » Mathieu serra sa main. « Merci, Moreau. Et vous ?» dit Julien en se tournant vers Anaïs avec un clin d'œil. « Maintenant, je comprends vraiment pourquoi vous n'étiez pas intéressés. Bonne chance à vous deux. » La soirée se poursuivit dans une atmosphère de célébration. Mathieu ne lâcha pas la main d'Anaïs une seule seconde, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse s'il la relâchait. Ils dansèrent jusqu'à tard dans la nuit, burent du champagne, rirent aux blagues des collègues. Vers 1 heure du matin, Mathieu l'entraîna discrètement hors de la salle, dans le couloir désert de l'hôtel. « Viens » dit-il avec ce sourire de petit garçon qui la faisait fondre à chaque fois. « Où on va ? Tu verras. » Il l'emmena jusqu'à l'ascenseur, appuya sur le bouton du dernier étage. Quand les portes s'ouvrirent, il la guida à travers un couloir luxueux jusqu'à une suite dont il sortit la clé de sa poche. « Mathieu Delacroix » souffla Anaïs, incrédule. « Tu as réservé une suite ? J'avais espéré. » Il eut l'air soudain vulnérable. « Je voulais qu'on ait un endroit où parler. Juste nous deux. Mais si tu préfères rentrer chez toi... » En guise de réponse, Anaïs l'attrapa par la cravate et l'attira dans la suite, fermant la porte derrière eux avec son pied. « Tais-toi et embrasse-moi. » Il obéit avec enthousiasme, la plaquant contre la porte, ses mains partout à la fois. Le baiser devint rapidement affamé, désespéré, 3 semaines de séparation explosant entre eux. « Tu m'as tellement manqué » haleta-t-il contre sa bouche, ses lèvres descendant sur sa gorge. Chaque jour, chaque nuit, c'était comme manquer une partie de moi. « Moi aussi » gémit-elle quand ses dents mordirent doucement son pouls. « J'ai été stupide, tellement stupide. » Non. Il releva la tête, plongeant ses yeux dans les siens. « Tu avais raison, j'ai été possessif et jaloux, et je n'ai pas compris ce que ça signifiait pour toi. Mais je vais faire mieux, je te le promets. »« On va faire mieux, » corrigea-t-elle. « Ensemble, ensemble, » répéta-t-il avant de l'embrasser de nouveau. Ils ne quittèrent pas la suite cette nuit-là. Mathieu lui fit l'amour avec une tendresse et une passion qui la laissèrent tremblante et comblée. Plus tard, enroulé dans les draps de soie, la tête d'Anaïs sur son torse, il joua avec ses doigts, faisant tourner la bague autour de son annulaire. « On se marie quand » demanda-t-il soudain. « Tu es pressé ?»« Terriblement. Je veux que tu portes mon nom. Je veux pouvoir dire « ma femme » au lieu de « ma fiancée ». Anaïs sourit contre sa peau. « Qu'est-ce que tu dirais d'un petit mariage intime ? Juste nous, quelques proches, quelque chose de simple et parfait. Ça me semble idéal. » Où ? Elle réfléchit. « Annecy, au bord du lac. Ma grand-mère y vivait. C'est le plus bel endroit que je connaisse. Alors Annecy ce sera. » Il embrassa ses cheveux. « Dans combien de temps ? 2 mois ? Trop long. 1 mois. Mathieu, on ne peut pas organiser un mariage en 1 mois. On peut, si on veut juste s'épouser sans tout le cirque. » Il se redressa légèrement pour la regarder. « À moins que tu veuilles une grande cérémonie avec 300 invités et... » « Non. » Elle rit. « Non, un petit mariage me va parfaitement. Mais quand même, 1 mois, c'est... »« Parfait, » termina-t-il. « 1 mois, c'est parfait. Je ne veux pas attendre plus longtemps pour faire de toi ma femme. » Comment pouvait-elle résister à ça ?
D'accord, 1 mois. Il l'embrassa, lentement, profondément, et très vite ils cessèrent de parler de mariage pour se concentrer sur des activités bien plus agréables. Épilogue. 2 ans plus tard, Anaïs Delacroix, née Martin, se réveilla avec le soleil qui filtrait à travers les rideaux de lin de leur chambre. Elle s'étira paresseusement, sa main cherchant Mathieu, mais ne trouvant que des draps froids. Elle fronça les sourcils, puis entendit des voix venant du salon. Elle se leva, enfila le peignoir de soie que Mathieu lui avait offert pour leur premier anniversaire de mariage et sortit de la chambre. Ils avaient déménagé 6 mois après le mariage, dans un magnifique appartement du 7e arrondissement, avec terrasse donnant sur la Seine et vue sur la tour Eiffel. Dans le salon baigné de lumière matinale, elle trouva Mathieu assis en tailleur sur le tapis, en simple pantalon de pyjama, ses cheveux ébouriffés, tenant leur fille de 6 mois, Élise, dans ses bras. Il lui parlait doucement, lui montrant les pages d'un livre illustré. « Et voilà, ma princesse, ça c'est un chat. Chat, dit chat. » Élise gazouilla en réponse, agitant ses petits poings potelés. Elle avait les yeux de son père, ce même brun profond et intense, mais les cheveux de sa mère, un brun châtain qui bouclait légèrement. Elle était parfaite. « Tu essaies de lui apprendre à lire déjà ?» demanda Anaïs, en s'appuyant contre le chambranle de la porte, un sourire attendri sur les lèvres. Mathieu leva les yeux, son visage s'illuminant en la voyant. Il n'est jamais trop tôt pour commencer son éducation juridique. Elle a 6 mois, mon amour. Justement, on a du retard. Il fit une grimace à Élise qui éclata de rire, ce rire de bébé qui faisait fondre le cœur d'Anaïs à chaque fois. Elle s'approcha, s'agenouilla à côté d'eux et embrassa le sommet de la tête de sa fille, puis les lèvres de son mari. « Bonjour, bonjour, Madame Delacroix. » Il l'embrassa de nouveau, plus profondément cette fois. « Maman !» protesta Élise en tapant le livre, impatiente de continuer la leçon. Ils éclatèrent de rire tous les deux. « D'accord, d'accord » céda Mathieu en reprenant le livre. « On continue. » Anaïs s'installa à côté de lui, sa tête sur son épaule, observant Mathieu lire à leur fille avec cette patience infinie qu'elle ne l'avait jamais vu montrer à personne d'autre. Qui aurait cru que le patron exigeant et arrogant deviendrait ce père dévoué qui rentrait du bureau à 18h pile pour ne pas manquer le bain de sa fille? « À quoi tu penses ?» demanda-t-il, sentant son regard sur lui. « À comment la vie est étrange. Il y a 2 ans, je n'imaginais pas que je serais ici. Mariée, maman, heureuse. Des regrets? Pas un seul. » Elle embrassa sa joue. « Et toi? Mon seul regret est de ne pas t'avoir épousé plus tôt. » Il posa le livre, installa Élise sur le tapis avec ses jouets, puis attira Anaïs dans ses bras. « Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? »« Je sais. Tu me le dis environ 20 fois par jour. »« Pas assez alors. » Il l'embrassa tendrement. « Je t'aime, Anaïs. Plus que le premier jour. Plus chaque jour. Je t'aime aussi. » Élise choisit ce moment pour renverser sa tour de cube avec un cri de triomphe, les faisant tous deux rire. « On devrait commencer à préparer le petit déjeuner, » suggéra Anaïs. Céline et Antoine arrivent à 11h avec les enfants. « Encore 5 minutes. » Mathieu la serra plus fort. « Juste 5 minutes comme ça. » Anaïs se blottit contre lui, Élise jouant à leurs pieds, le soleil réchauffant le salon. Dans quelques heures, le cabinet reprendrait ses droits, avec ses dossiers urgents et ses réunions interminables. Mais pour l'instant, c'était juste eux 3, leur petite famille parfaite. « Mathieu, » dit-elle soudain, « tu te souviens de notre première rencontre, quand je t'ai remis à ta place ?» Il rit doucement. « Comment pourrais-je l'oublier? Tu étais terrifiante. Qui aurait cru qu'on finirait comme ça? Moi. » Il resserra son étreinte. « Dès le premier jour, une partie de moi l'a su. Tu étais mon destin, Anaïs Martin, mon défi, mon tourment, mon amour, ma raison de devenir meilleure. Arrête, tu vas me faire pleurer. C'est l'effet de la grossesse. » Anaïs se figea. « Comment? Tu penses que je ne remarque pas le test de grossesse dans la salle de bain que tu as maladroitement caché derrière les serviettes? Tes nausées matinales? Le fait que tu as pleuré hier devant une publicité pour des couches? Je voulais te faire une annonce romantique, » marmonna-t-elle, à la fois gênée et touchée qu'il ait remarqué. Mathieu prit son visage entre ses mains, ses yeux brillants d'émotion. « Tu m'offres un autre enfant. C'est la plus belle annonce du monde, peu importe comment elle arrive. On va avoir 2 bébés de moins de 2 ans. On est fous. Complètement.
Il l'embrassa. Mais heureux, tellement heureux. Élise rampa jusqu'à eux, s'agrippant aux jambes de son père pour se hisser debout sur ses petites jambes vacillantes. Mathieu la rattrapa avant qu'elle ne tombe, la faisant tournoyer dans les airs jusqu'à ce qu'elle hurle de rire. Anaïs les regarda, son mari et sa fille. Bientôt sa fille et son fils, ou une autre fille, peu importait. Elle posa une main sur son ventre encore plat, où une nouvelle vie grandissait. Qui aurait cru que tout commencerait avec une confrontation dans un bureau, que la colère se transformerait en attirance, l'attirance en amour, et l'amour en cette famille parfaite et chaotique. Plus tard, ce jour-là, alors que Céline et Antoine étaient partis et qu'Élise dormait pour sa sieste, Mathieu et Anaïs se retrouvèrent sur leur terrasse, une tasse de thé à la main, contemplant Paris qui s'étendait devant eux. « Tu sais ce que j'ai réalisé ?» dit Mathieu soudain. « Quoi ? Dans toute ma vie, je n'ai jamais été aussi heureux qu'en ce moment. Avec toi, avec Élise, avec ce nouveau bébé qui arrive. C'est tout ce que je voulais sans savoir que je le voulais. » Anaïs posa sa tête sur son épaule. « Moi aussi. Et dire que j'ai failli tout gâcher à cause de ma fierté. On a tous les deux failli tout gâcher, mais on ne l'a pas fait. On s'est battu, on a gagné. Ensemble. Toujours ensemble, promit-il en l'embrassant. Et alors que le soleil commençait à décliner sur Paris, jetant des ombres dorées sur la ville des Lumières, Anaïs sut avec une certitude absolue que c'était là qu'elle devait être, dans les bras de cet homme impossible qu'elle avait détesté au premier regard et aimé presque aussitôt après, avec leur fille qui dormait à l'intérieur et un autre enfant grandissant en elle. La vie avait une drôle de façon de fonctionner. Parfois, les meilleures choses commençaient par les pires confrontations. Parfois, l'amour surgissait là où on l'attendait le moins. Et parfois, juste parfois, les fins heureuses existaient vraiment. Et ainsi se termine notre histoire. Si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un like et partagez avec ceux qui aiment les histoires d'amour. Quel a été votre moment préféré de cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires. Merci de votre temps. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.